remercie donc d'être à nouveau là pour cette seconde session sur expression et expressivité. Donc c'est une session où voilà, nous avons pu faire venir notamment pas que des Parisiens, mais des gens qui viennent du rond-point de Crolles en Isère, des gens qui viennent de Bretagne. C'est une session qui m'a semblé importante. J'en avais discuté notamment avec Dominique Cardon. Il y a, à mon avis, des nouvelles formes d'expression et d'expressivité qui sont apparues chez les Gilets jaunes. Il y a deux lieux, ou je dirais deux dispositifs en particulier, où ce renouveau apparaît. C'est évidemment les ronds-points. Voilà. Alors là, il y a vraiment une grosse thématique autour des nouvelles formes d'expression, d'expressivité et de communauté, je dirais à partir du dispositif du rond-point, et puis les plateformes. Donc on a parlé tout à l'heure du live, des liveurs, le Facebook Live. Maxime nous en parlera peut-être tout à l'heure, mais pas que lui. Voilà, il y a un grand renouveau qui est apparu avec le Facebook Live et qui a donné lieu à de nouvelles formes d'expression et d'expressivité. Ce qui m'a intéressé dans cette session, c'était de montrer que il y a une certaine diversité en fait des pratiques parmi le mouvement des Gilets jaunes. Il y en a qui sont beaucoup plus connectés, d'autres qui le sont beaucoup moins. Et j'espère qu'on va pouvoir, à travers cette session-là, mettre en relief cette diversité dans les pratiques et les usages. Je ne sais pas qui est-ce qui a envie de commencer par s'exprimer. Moi, j'aurais d'abord envie de donner la parole à ceux qui, faisant allusion à un entretien que j'avais réalisé avec Priscilla Ludowski il y a maintenant pas mal de mois. Et dans cet entretien, Priscilla expliquait que, voilà, elle nous faisait part de son aventure politique à travers les réseaux sociaux numériques. Et son usage de Facebook en particulier lui avait permis, notamment, mais avant ça de change.org, d'acquérir voilà, la notoriété qu'elle a aujourd'hui. Et donc, elle est entrée dans un certain rapport et dans un certain usage avec Facebook. Et je crois que c'est assez inédit dans l'histoire de la politique française. Comment est-ce qu'on peut acquérir une telle notoriété politique par une plateforme numérique? Peut-être, Priscilla, tu voudrais commencer, si ça ne te dérange pas? Alors oui, je me souviens de cette discussion qu'on avait eue et effectivement, je pense que c'est quelque chose qui s'observe depuis un certain temps, que les plateformes numériques servent pas mal à s'exprimer lorsqu'on est en dehors des sphères de lutte habituelles et qu'on n'a pas forcément accès aux mêmes canaux de communication que les personnes qui sont engagées depuis un certain temps. Surtout quand on ne sait pas par où commencer, je pense que spontanément, que ce soit pour le militantisme ou autre chose, on pense spontanément aux réseaux sociaux. Et c'est vrai que pour ma part et mon expérience, ça a été Change.org la première entrée parce que je recevais déjà des notifications de Change.org qui m'invitaient à signer des pétitions, mais pas que cette plateforme, mais je recevais pas mal de cette plateforme-là. Et j'avais déjà créé des pétitions avant ça sur cette même plateforme. Donc pour moi, ça a été le premier moyen de communication que j'ai eu lorsque j'ai lancé ma pétition. Et c'est sûr qu'on dit beaucoup que les gens ne lisent plus trop, qu'il faut être concis, qu'il faut être précis, qu'il faut utiliser des termes qui attirent l'attention. Sauf que pour ce que j'avais à dire, j'avais besoin de déballer pas mal d'informations, donc j'étais pas certaine non plus que ça trouve un intérêt de l'autre côté. Mais voilà, c'est par ce bout-là que je l'ai pris. Et effectivement, il y a une certaine limite parce que les plateformes de pétition ne permettent pas ensuite d'échanger régulièrement. Il n'y a pas d'interactivité avec les personnes qui signent la pétition en question. Donc même si on a à un moment donné un espace de commentaires et que les gens peuvent ensuite s'exprimer en donnant leur avis ou en expliquant pourquoi ils ont signé cette pétition ou pourquoi ils ne veulent pas la signer, ça peut être aussi l'inverse, il y a une certaine limite. Donc à partir de ce moment-là, je suis sorti de la plateforme pour aller vers les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer plus largement. Et effectivement, naturellement, j'étais déjà sur Facebook à titre personnel et pour le travail. Donc pareil, naturellement, je suis allé vers les outils que j'utilisais déjà. Donc Facebook, j'avais pas créé de page dédiée, c'était l'étape suivante que j'avais prévue, mais tout a été très vite, je pense, si on s'en souvient. Donc j'ai ensuite communiqué la pétition sur Facebook en entrant dans les différents groupes, en expliquant pourquoi, parce que ce qui est intéressant dans les groupes, c'est qu'on a la possibilité de filtrer les personnes qui adhèrent au groupe. On pose un certain nombre de questions dans les formulaires. Donc j'ai répondu à ces formulaires-là en expliquant ma démarche, pourquoi j'avais fait cette pétition, pourquoi je voulais entrer dans le groupe, alors que le thème du groupe n'était pas celui de la pétition, donc il fallait s'exprimer là-dessus et s'expliquer. C'était pas évident que les administrateurs des groupes acceptent que je rentre pour pouvoir partager la pétition, mais ça a été assez largement accepté. Et ça a été
la deuxième étape, le deuxième moyen de communication que j'avais. Donc pas mal les réseaux sociaux, Twitter, et ensuite, voilà, c'est l'effet boule de neige, c'est que sur les réseaux sociaux, soit ça prend pas. Donc là, en l'occurrence, il y a eu énormément de partage et il a fallu ensuite assurer le relais d'information en retournant sur la pétition, parce que sur la pétition, on a la possibilité de créer des articles pour mettre à jour des informations, enfin pour communiquer des informations en publiant des infos, en partageant des précisions supplémentaires qu'on aurait, en expliquant comment on avance dans sa pétition. Et du coup, voilà, c'est là qu'on voit certaines limites, c'est qu'il n'y a pas de pont entre les plateformes de pétition et les plateformes de réseaux sociaux pour qu'on puisse communiquer avec les signataires. Donc, ce n'était pas dit que les personnes avec qui je communiquais sur les réseaux étaient les signataires de la pétition. Il y en avait, mais de l'autre côté aussi, côté pétition, il n'y avait pas forcément des personnes qui étaient sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Donc, c'est à quel moment on arrive à communiquer avec ces personnes-là qui ne sont pas du tout sur les réseaux. Donc, il faut faire avec ce qu'on a. Quand on n'est pas une agence de com, qu'on n'a pas d'outils à sa disposition pour communiquer autrement, on fait avec les moyens du bord. Et ensuite, moi, je suis sorti des réseaux sociaux pour... après, ça a été autre chose. Ça a été mon autre moyen d'expression, ça a été les médias, la radio, la télé et les journaux. Voilà, donc ça a été ce chemin-là pour m'exprimer. D'accord, merci. Bon, comme tu as une intervention un peu plus courte, on reviendra un peu plus tard à l'expérience que tu vis maintenant, puisque je crois que tu as voulu fonder d'autres choses, notamment une nouvelle plateforme numérique, donc tu auras, j'espère, l'occasion de nous en reparler un peu plus tard au sein même de cette session. Est-ce qu'il y en a un de vous qui a envie de prendre la parole ? Oui, je veux bien rebondir, parce qu'il se trouve que j'ai lu l'interview ce matin, donc je l'ai bien en tête. Benjamin Coriat, moi je suis cofondateur des économistes atterrés, mais ce n'est pas à ce titre-là que je suis là. Je suis là comme chercheur, un chercheur sur les communs et les biens communs, donc en particulier la question des communs numériques. Alors, moi je voudrais dire deux choses, adresser deux messages en m'appuyant sur ce que vient de dire Priscilla. D'abord, mon premier message, c'est grandeur et misère des plateformes numériques et même des communs numériques. Alors, grandeur, c'est évident, parce que je veux dire, sans les plateformes numériques, j'inclus là-dedans les journaux, j'inclus là-dedans les plateformes d'échange d'informations, etc. Évidemment, j'inclus aussi les prédateurs, c'est-à-dire Facebook, Google, etc., dont il faut bien se servir. En tout cas, on est plus ou moins contraint. Donc grandeur, parce que incontestablement par rapport aux médias officiels, etc., ça permet de faire irruption. Je veux dire, l'exemple de Priscilla, de quelques autres, est très significatif. Ça permet d'apporter une information complètement nouvelle, inattendue, et alors, non seulement l'information, mais aussi des questions. Donc il y a un truc assez formidable qui s'est passé avec les Gilets jaunes, qui est du rond-point à la plateforme. Et où il y a plein de choses qui sont arrivées. Moi, je dois dire que comme beaucoup de gens, j'étais très attentif à ce que faisaient les Gilets jaunes. C'est à partir du moment où j'ai vu une série de revendications, allant des retraites au mieux vivre dans différents aspects, que définitivement, je me suis dit, c'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer, c'est vraiment formidable. Bon, voilà. Et ça, c'est venu des ronds-points et c'est arrivé aux plateformes. Donc, voilà. Grandeur, mais aussi misère. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on va continuer à les utiliser, mais il faut absolument qu'on le dépasse. Misère, pourquoi? Parce que d'abord, c'est très excluant. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ne fréquentent pas les plateformes, et des gens très importants dont on a besoin. Bon. Excluant aussi parce que derrière l'apparence... ça, c'est mon métier, les plateformes numériques, je connais. Derrière l'apparence... pair à pair, etc. Il y a des formes centralisées, camouflées, des formes de hiérarchie camouflées qui sont très importantes. Et je crois qu'il faut qu'on se le dise entre nous. Bon, voilà. Et donc, voilà, tout ça, c'est très bien. Et c'est très bien pour l'échange. Mais, c'est mon deuxième point, c'est le deuxième message que je voudrais adresser très rapidement. Pour arriver à la délibération et à l'action, les plateformes, c'est très insuffisant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vraie délibération sur la plateforme. Il y en a, paradoxalement, davantage dans les ronds-points. Et ce dont il faut qu'on soit capable, ce qu'il faut qu'on soit capable de construire, c'est
entre la plateforme et l'Assemblée, hein, le rond-point étant appelé à jouer un rôle peut-être moindre que par le passé, mais l'Assemblée est certainement un rôle plus important, construire notre délibération, construire nos échanges, et pas seulement échanger des informations, aller au-delà. Et aller au-delà, ça veut dire aussi, et je vais terminer là-dessus, vous voyez, je suis bref, en tout cas je l'espère, ça veut dire aussi penser différemment la démocratie. Moi, évidemment, comme tout le monde, puisque j'ai la même expérience bien antérieure par rapport aux Gilets jaunes, je suis très sensible aux dimensions de qui nous représente et surtout les dangers de la représentation. Bien. Mais d'un autre côté, si on ne franchit pas le pas de dire que nos délibérations expriment des choses et que nous avons des mandants qui sont tributaires de ces choses partout où ils vont, on n'avancera pas. On n'avancera pas. Alors, moi, je finis là-dessus. Je pense qu'en 1789, il y avait ce qu'on appelait les tiers de confiance. C'est l'équivalent des élus d'aujourd'hui. Sauf que ces tiers de confiance, ils avaient des mandats, et que lorsqu'on n'était plus content de ces mandats, ils disparaissaient. Hein, et qu'ils n'avaient plus du tout le droit à la représentation. Alors, c'est des thèmes qu'on vous propose de discuter cet après-midi dans la table ronde en commun avec des historiens, mais je pense qu'on en est là. On en est à consolider nos outils d'échange, mais surtout, fabriquer de la délibération et fabriquer des tiers de confiance. Ce n'est qu'à cette condition que nos voix pourront être assez fortes pour porter dans la société, ce que évidemment j'espère. Voilà, merci. Merci Benjamin. Qui est-ce qui a envie de réagir? D'accord. Peut-être juste avant, on aura l'occasion de reparler d'organisation et délibération plus profondément dans la dernière session de discussion, donc en début d'après-midi. Je pense qu'il y a aussi un intérêt et un enjeu à discuter des nouvelles formes technologiques d'expression et d'expressivité qui, en effet, permettent ensuite certains protocoles et processus de délibération de s'accomplir. Donc là, j'aimerais quand même qu'on puisse arriver à cibler aussi l'enjeu de cette session pour ne pas manger sur l'enjeu de la session qui viendra après. Donc j'espère que du coup je ne te... écoute, c'est un petit peu ce que je voulais, ce que je voulais faire. Tu veux le dire mieux que moi. Pas en réponse, mais en discussion, voilà. Donc Dominique Cardon, moi je suis sociologue, je travaille sur le numérique. Je suis vraiment très heureux d'être là. Je voudrais, comme beaucoup, remercier Igor d'avoir eu cette formidable. Dominique m'a beaucoup soutenu dans ce projet. Et peut-être dire, voilà. Quelque chose, moi, qui m'a vraiment intrigué, fasciné, j'ai pas vraiment travaillé dessus, mais je voudrais, voilà, qui est le Facebook Live. Voilà, je suis addict, en fait, en réalité, au Facebook Live, et Maxime, Priscilla, je vous ai énormément regardé, parce que je crois qu'il y a, voilà, quelque chose de très intéressant au regard de la question qui nous réunit aujourd'hui, de la relation entre des formes politiques nouvelles qui ont émergé, et puis la technologie. Et que, avec toutes les critiques que je partage évidemment contre la plateforme, il y a quelque chose dans le Facebook Live qui est une forme de dénonciation politique qui m'a semblé en tout cas très originale, qui a des propriétés qui me semblent importantes, qui est quelqu'un qui parle devant une caméra à des dizaines de milliers de personnes. Et donc la question de la représentation se pose. Qui est cette personne ? Quelle est l'autorité ou la légitimité de la voix, de la manière dont elle s'adresse? Et il me semble qu'on a vraiment une sorte de configuration socio-technique dans laquelle certaines des propriétés du dispositif technologique dans lequel cette parole s'inscrit favorisent une manière de rendre légitime cette parole qui est assez spécifique et particulière par les interactions qu'elle permet, par les commentaires qu'elle autorise. Et du coup, on pourrait en dégager quelques... Voilà, dire très rapidement, en observant simplement les Facebook Live, il y a quelque chose d'une téléprésence avec quand même des groupes extrêmement importants, dans lequel le temps est continu, mais les espaces sont discontinus. Et dans lequel on a connecté quelqu'un qui est chez soi, quelqu'un qui est dans un camion, quelqu'un qui est dans une voiture, quelqu'un qui est dans la rue. Tout d'un coup, ces espaces discontinus sont rapprochés et ils sont rendus sensibles par la possibilité d'interagir, de montrer les autres espaces, de montrer les entrées et les sorties, d'accueillir les personnes qui rentrent et qui sortent dans le débat, de les souligner, de passer aussi de situations d'interaction où on est en train de parler à tout le monde, à quelqu'un où on est en train de demander si la fille va bien ou si, etc. Donc dans cette manière finalement de fabriquer un collectif
collectif, mais qui a une forme de téléprésence qui est assez originale. En réalité, on connaît assez mal ça, face à la personne face caméra, et il me semble apporté là par le dispositif technologique. C'est aussi une parole affirmative, mais qui se laisse interrompre. Et ça, c'est assez fascinant. On a un discours, une personne qui est devant la caméra, mais qui constamment attend des commentaires ou de la distribution de la parole avec les autres, qu'elle les arrête, qu'elle les oppose ou qu'elle apporte des informations. Donc on n'a pas une sorte de discours d'estrade, en réalité on a un discours d'estrade, mais qui est constamment aussi dans la possibilité de son interruption. Et je voudrais dire aussi, quand le Facebook Live se déplace dans la rue et qu'il est dans les manifestations, il filme, il marche avec les autres, à la différence de la caméra de BFM qui est posée pour voir la marche. Il marche avec les autres et il leur parle. Et donc cette manière finalement d'intégrer la parole dans la parole centrale du liveur est évidemment très intéressante. C'est un incroyable carrefour informationnel. Moi, j'ai regardé pendant des heures. Moi, j'ai l'impression, mais c'est une question que j'ai envie de vous poser, c'est incroyable le nombre de trucs que vous avez appris, que collectivement, vous avez appris parce qu'un tel amène des informations de Toulouse, de Bordeaux, de Nantes, parce qu'on a rencontré telle personne. Et on a le sentiment aussi que se fabrique une sorte de partage collectif de connaissances et d'informations qui contribuent beaucoup. Alors je finis en disant que bon, voilà, c'est quand même une manière technopolitique, on pourrait dire, de résoudre le problème de la délégation et du représentant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fonde cette parole ? Ce qui fonde cette parole, c'est qu'en fait, elle manifeste, grâce à la possibilité technologique qui lui est donnée, l'existence, la présence du groupe qui la fonde, qui peut, chaque individu connecté, arrêter la parole pour la réorienter ou pour la questionner ou pour en débattre, et en même temps elle fabrique un personnage qui est le liveur qui intervient. Et donc là moi je pense voilà, il y a une forme intrigante et je dis ça en soulignant qu'on va essayer de faire un atelier sur le live tout à l'heure pour ceux qui ont envie d'en discuter. Merci beaucoup Dominique. Ce que je souhaiterais maintenant, c'est quand même donner la parole avant tout aux Gilets jaunes, et je pense que ça me semble plus intéressant que les chercheurs qui sont là et qui ont envie de dire des choses, hein, on le sent, hein, s'expriment en réponse en fait aux témoignages qui vont être apportés par les Gilets jaunes. Donc je m'excuse pour les prochains chercheurs, mais voilà, j'aimerais maintenant que Fawzi, que Maxime, que Philippe, que Véronique, que Moïse puissent s'exprimer maintenant, et puis après les chercheurs répondront. Donc Véronique, tu voulais prendre la parole. Maxime, je pense que c'est bien que tu la prennes aussi parce qu'il n'y avait pas eu pas mal de trucs qui ont été dits. Vas-y. Voilà, donc je suis Véronique, je viens du rond-point de Crolles, et donc j'apporte beaucoup plus une expérience de la vie d'un rond-point que les expériences de sociologues, philosophes, etc. qui sont là. Déjà, il y a sur notre rond-point pas mal de gens qui ne sont pas sur les réseaux. Ça représente bien 30% des gens. Et donc, ça va peut-être vous sembler bizarre puisqu'on parle que de réseaux sociaux, etc. Mais le rond-point est devenu un lieu où finalement on crée ensemble, chacun apporte sa contribution et on crée ensemble ce dont vous avez parlé, qui était créé au niveau national. Finalement, on le crée au niveau du rond-point. Et donc, il y a une vraie communauté, il y a une espèce d'entité organique de gens qui se complètent et qui vivent cette expérience de manière très, très forte, avec beaucoup d'implications, même si le nombre de gilets jaunes a tendance effectivement à diminuer. On a quand même des gens qui continuent à venir, qui continuent à nous soutenir de loin, etc. Mais tout le monde n'est pas sur les réseaux, et les réseaux ont aussi créé des problèmes, justement, parfois Facebook avec la parole libérée, et donc ça a aussi apporté pas mal de problèmes et même peut-être d'un petit peu de guerre de rond-point ou des choses comme ça, parce que la parole n'est pas toujours sympathique, on va dire. Et puis, en tant que gilet jaune donc, du rond-point de Crolles, je voulais quand même témoigner de l'évolution de tous ces gens qui n'étaient pas forcément politisés, enfin qui n'étaient en général pas politisés, et de voir comment par les réseaux, par toutes les informations qu'on a, par les médias libres qu'on a vus avant, hein, parce que si on n'est pas sur les réseaux, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'informer. Toute cette fait d'apprendre tous ensemble, et qui fait qu'il y a une parole que je retiens et que j'ai envie toujours de donner, c'est la parole d'une gilet jaune du rond-point qui dit « C'est incroyable ce que j'ai appris depuis le début de ce mouvement, et plus j'apprends, plus je suis en colère ». Et je trouve que c'est une très belle parole. Merci Véronique. Maxime, tu veux prendre la parole ? Bonjour tout le monde. Merci pour les interventions qui ont eu lieu juste avant, mais aussi celles d'avant.
Peut-être que certaines personnes ici me connaissent, peut-être que d'autres ne me connaissent pas. Je préfère ceux qui ne me connaissent pas. Comme ça, ils n'ont pas d'idées préétablies. Les réseaux sociaux, vous le disiez tout de suite, ça a du bon et du mauvais. C'est un outil. D'ailleurs, il y a eu une intelligence collective qui est géniale, c'est qu'il y a des gens qui n'utilisent pas cet outil, mais qui en utilisent d'autres. Et c'est ça qui est très important, parce que ça permet de faire ce genre de choses. Parce qu'il y a des gens qui ont des liens qui sont en dehors des réseaux et qui permettent de mettre en contact des humains et pas des ordinateurs, ce qui est quand même vachement plus pratique pour mettre des choses en place et des choses concrètes. Quand vous arrivez dans la vie réseau social et que vous, comme disait tout à l'heure Priscilla, il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Et ça, vous ne le choisissez pas, c'est pas préétabli à l'avance, sauf peut-être pour des bureaux d'analytique services Facebook qui bossent sur ça tous les jours. Mais pour des gens lambda comme moi, par exemple, quand vous allumez votre ordinateur et que vous lancez un live, des milliards de lives sont faits par jour sur la planète par des milliards de personnes. Et il y en a qui fonctionnent et d'autres pas. Pour être honnête avec vous, si j'avais su que toute ma vie allait être effacée parce que je suis devenu un personnage médiatique et non plus un être humain à part entière, j'aurais fait différemment. J'aurais participé comme vous et j'aurais peut-être pas été médiatiquement impliqué parce que c'est quelque chose qui détruit la vie et c'est pas simple tous les jours. Mais c'est nécessaire parce que si on ne le fait pas, si on arrête les choses, eh ben, il y a des gens qui ne peuvent pas continuer à faire tout ce que vous faites en fait tous les jours. Et comme c'est depuis le départ quelque chose qui est dans l'intérêt collectif, cette dynamique, elle dépasse largement ce que des médias mainstream peuvent balancer sur leur chaîne de télé en disant qu'il n'y a que des gueux ou des pauvres dans les gilets jaunes. Je crois qu'encore une fois, aujourd'hui, ça prouve complètement le contraire. On a des chercheurs, on a des médias, on a des étudiants, on a des personnes âgées, des jeunes, des femmes, des hommes, enfin, on a tout le monde. Et c'est ça depuis le départ. C'est pas ça depuis le départ des Gilets jaunes, c'est ça depuis le départ des luttes sociales. Parce que quand on est profondément impliqué ou profondément touché par des injustices, et je pense que c'est ça qui nous rassemble aujourd'hui, peu importe nos idées, au final, le fond, c'est les injustices. C'est de se rendre compte que dans un pays comme le nôtre, il y a des gens qui meurent de faim, de froid, de solitude, de problèmes de santé. Et aujourd'hui, on passe par, oui, des réseaux sociaux pour transmettre des informations qui ne nous sont pas données via des médias mainstream. Je voudrais juste rappeler un truc sur la liberté de parler, la liberté d'être informé. J'ai fait un reportage pour Quartier Général sur une personne qui s'appelle Julian Assange. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne, mais pour moi, c'est typiquement quelque chose qui nous touche tous. C'est pas juste une personne, cette personne, c'est une personne qui a osé diffuser des informations factuelles, la vérité, tout simplement, et ça dérange des puissances économiques, du capitalisme, ces fameuses instances qui nous dirigent tous les jours, et la réaction de ces instances, c'est de le faire taire. Donc on est en droit de se poser, et je me pose la question, pourquoi quand on dit la vérité, on veut vous faire taire, et pourquoi quand vous êtes des militants pro-capitalisme et libéralisme, on vous donne des 20 heures sur BFM? Je pense qu'on est une sorte de réponse collective, et que, enfin, moi je suis fier de faire partie de ça, je suis fier d'être là aujourd'hui et de faire partie de tout ça, parce que parce qu'on le fait, on aura peut-être la chance d'avoir un avenir meilleur. Voilà. Merci beaucoup Maxime, on reviendra un peu plus tard. Je ne sais pas qui parmi les Gilets jaunes a envie de prendre la parole. Moi, je sais que Fawzi ou... Allez, Fawzi. Il faut prendre la parole parce que sinon, pourquoi on est là? Mais c'est surtout ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas eu pendant des années. Et surtout, il y en a beaucoup qui aimeraient l'avoir parce qu'ils ont des choses à dire, aussi bien de témoigner dans leur quotidien, leurs difficultés, et de ce qu'ils espéreraient pouvoir vivre demain et voir venir demain. Et je pense que ce mouvement, ça a été ça aussi. Ça a été le fait d'être muré dans un silence organisé et la défiance aussi de tout ce qui est communication et médias s'est ressentie dès le début lorsque, sur les manifestations, on pouvait voir des journalistes qui venaient Main Street et où la parole était prise, les images étaient prises,
Et surtout, derrière, la retransmission de ces images était souvent faussée par des dialogues et de la communication qui était aussi faussée. C'est-à-dire que de prendre la responsabilité de chacun de nous, de se mobiliser, de vouloir s'impliquer et de vouloir changer, c'était sortir dehors parce que, faute de pouvoir être entendu, pouvoir être considéré et pouvoir avoir une influence dans la société à part un bulletin de vote tous les 5 ans. Et on a pu voir ce qu'on reprochait aux médias lambda, ceux qui arrivent directement dans les domiciles et qui influencent beaucoup les personnes, chez eux, dans les familles, c'était surtout le traitement de l'information. Et je me rappelle des conflits qu'il a pu y avoir concernant ces médias-là sur les manifestations, où il y a eu pas mal d'échauffourées, il y en a beaucoup qui se sont fait chasser. Ça a été la transmission de la vérité, la transmission de l'information et surtout le traitement de cette information. Et on a voulu parler vrai, on a voulu dire les choses telles qu'on les ressentait. Et justement, depuis 15 mois, c'est une guerre de communication et c'est surtout pouvoir reprendre la parole et pouvoir reprendre notre destin, ce qu'on attend de la société, ce qu'on attend de la vie, qu'elle soit plus adaptée à nos attentes. Et on a pu voir l'information qui était complètement muselée, qui était complètement orientée. Et ça, c'est une forme aussi de libération, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir circuler, de pouvoir dire les choses. Et surtout, pour des personnes qui n'étaient pas mandatées, qui ne faisaient pas partie d'une organisation, des citoyens, je dirais, lambda, de pouvoir être entendus et de pouvoir s'exprimer et espérant depuis longtemps pouvoir dire les choses. Et tout notre mouvement a permis ça. Et aujourd'hui, on peut voir que ce qui a remplacé un petit peu l'information qui allait dans les maisons, la communication telle qu'elle était faite, c'est remplacé par des indépendants, des gens même qui n'étaient pas issus du tout de la communication, qui ont décidé de prendre leur téléphone et de transmettre par l'image l'information. Et par les médias. Donc, Priscilla l'a expliqué, Maxime aussi, et sociologues aussi, ils en ont fait l'analyse. Sauf qu'il faut savoir que les réseaux ont ses travers, comme elle a pu le dire, dans les ronds-points. Parce que, du coup, tout ça mélangé permet justement quelque chose d'important, c'est que dans les réseaux, ça permet une communication, ça permet de donner une information, ça permet d'orienter une information, parce que c'est que de l'orientation d'information, et c'est une guerre de communication depuis 15 mois. Mais il y a aussi tous ces travers. Par exemple, lorsqu'on communique avec quelqu'un, lorsqu'on est face à quelqu'un, par exemple les ronds-points, mais pas que, on n'a pas évoqué aussi toutes les AG qu'on a pu faire au début. Par semaine, il y avait des dizaines d'AG, ne serait-ce qu'en Île-de-France, et je ne vous parle pas sur la France entière. Pourquoi ? Parce que ce mode d'expression aussi sur les réseaux, ce mode d'expression aussi par la communication et la vidéo, donne quelque chose de pur. Et c'est la traduction que chacun peut faire, mais qui ne peut pas être faussée. C'est-à-dire quand vous voyez un homme qui donne un coup à un autre, un homme qui tombe et qui souffre, on ne peut pas tricher, on peut pas. C'est à la fois pourquoi on va dire l'État, les policiers ne veulent plus de ça, se battent pour pas que ce témoignage brut arrive directement, parce que du coup, ça met en cause la réalité. Ça met aussi en danger ceux-là qui l'ont fait, mais surtout aussi, ça expose sur l'intimité, sur la douleur, sur des choses plus profondes. Et je me suis aperçu aussi, dans la communication et dans les réseaux, par le biais de toutes ces dérives de dialogue, ces insultes, ces gens qui étaient dans l'anonymat, mais qui voulaient rester dans l'anonymat par des pseudos. On a appelé ça aussi beaucoup des trolls. On a appelé ça aussi, par complotisme, des gens qui avaient, par le gouvernement, mis des gens qui orientaient un petit peu toutes ces informations et toutes ces discussions. Eh ben, on a manqué de quelque chose aussi, et qui est un peu pervasif, je dirais, de ça. Par la communication qui est bonne, il y a aussi ce manque, on va dire, de ressenti qu'on peut avoir avec une personne lorsqu'on la voit par rapport à ces expressions qu'il peut y avoir sur le visage, sur les yeux, sur le ressenti qu'on peut avoir à être face à quelqu'un.
il y a une chaleur qui se dégage, il y a quelque chose, une expression qui est naturelle et qu'on n'a pas sur les réseaux. Et une interprétation aussi souvent de ce qui est dit ou des mots qui sont interprétés pas forcément dans le contexte et qui ne sont pas forcément interprétés comme il se devrait. Et c'est un petit peu la complexité, je vais dire, du réseau social, mais qui est devenue indispensable parce que chaque action qu'on a menée, chaque chose qu'on a voulu défendre et ce à quoi on a voulu, à quoi il soit utile, c'est-à-dire faire venir les gens, eh ben on a compris tout de suite qu'il était important d'utiliser les réseaux et d'utiliser les médias pour pouvoir le faire, pour y donner une légitimité et surtout une visibilité. En quoi c'est ambigu? C'est d'associer les deux. Et on voit bien aujourd'hui que les médias traditionnels ont montré toute leur orientation, tout ce qui est faussé derrière, et qui aujourd'hui ressort plus de sincérité, de vérité, par ce qu'on peut voir aujourd'hui par ces médias, justement, on va dire indépendants, et toutes ces vidéos et toute cette communication qui est faite autour. Je ne sais pas si j'ai réussi à bien me faire comprendre, mais du coup, on voit le mensonge qui est orienté, qui est manipulé par l'État et où tout le monde se sert. Et souvent, on reste sur sa faim parce qu'on aimerait bien, nous, quand on regardait, à l'époque, je me souviens, derrière une télé où on n'avait pas la parole, pouvoir réagir, interagir, donner notre avis, ce n'était pas possible. Et souvent, on restait sur notre faim. Et aujourd'hui, je pense que la parole est libre. La parole, la manière de pouvoir s'exprimer, justement, est libérée. Et elle est aussi bien libérée dans la rue, elle est aussi bien libérée sur les réseaux, et elle est aussi plus constructive, parce qu'elle permet justement de prendre en compte l'ensemble des gens dans la société, de leurs capacités, de leurs différences, et d'arriver peut-être demain à essayer de construire quelque chose de plus sincère, de plus approprié à ce qu'on en attend, et surtout prendre en compte l'ensemble des gens dans la société. Et c'est, je crois, ce qui nous manquait depuis longtemps. Et ce qui nous a fait sortir dehors, c'est cette frustration à ne pas être entendu, ne pas avoir cette parole, et surtout ne pas voir en face des décisions dites politiques, des décisions de société inadaptées à ce qu'on en pouvait en attendre. Et donc je pense que c'est une vraie révolution, et on peut l'appeler révolution. Il ne faut pas voir que la révolution par ce qu'on a pu connaître avant dans l'histoire. C'est une révolution de société, mais c'est surtout, avant tout, permettre à tout le monde d'y trouver sa place. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la parole, et c'est bien dommage. Franchement, c'est bien dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire et beaucoup de compétences, mais je crois que ce mouvement, il a permis de réunir l'ensemble de ces différences et des compétences de chacun, et on pouvait voir que dans notre société, on ne pouvait pas faire sans. Et voilà, donc après, je ne vais pas m'étaler sur trop parler, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup de choses à dire. Mais je pense que voilà, pour moi, la communication, elle est avant tout de pouvoir prendre la parole des autres et de pouvoir la communiquer, de pouvoir l'entendre, parce que, je vous le dis, depuis 15 mois, c'est qu'une guerre de communication. Et on peut prendre l'exemple simplement du coronavirus, là. Pour moi, c'est la façon, une nouvelle expression, parce que des morts, des grippes, tout ça, il y en a toujours eu. Mais c'est une nouvelle expression de vouloir faire taire, à mon avis, la grogne sociale dans ce pays. Et quel meilleur moyen que de les faire taire, que de les laisser chez eux, de les empêcher de s'exprimer. C'est encore une nouvelle fois une manipulation pour nous atteindre dans nos libertés et pouvoir enfin espérer attendre des réponses de ceux, normalement, qui étaient habilités pour pouvoir le faire. Alors, merci beaucoup, Fawzi. Je rappelle que tu es le coordinateur officiel des Gilets jaunes de Paris. Je sens qu'il y a des gens qui veulent réagir autour de moi. Laurence, et puis vous avez envie de faire une réaction à chaud, et puis après je passe la parole à Laurence peut-être ou... Alors, merci beaucoup de cette invitation. En fait, quand j'ai vu l'affiche de démocratie numérique populaire, j'ai vu le selfie et en fait, je me suis incrustée. Je me suis dit, je veux être aussi sur la photo. Pourquoi? Parce que justement, c'était
une très très belle idée que de justement s'intéresser à cette révolution aussi qui est technopolitique que constitue le mouvement des Gilets jaunes. Donc c'est bien sûr une révolution du point de vue de la démocratie, mais du point de vue en effet de ce qui nous intéresse un peu quand on est spécialiste du numérique, c'est aussi une révolution au plan de la culture numérique. Une révolution où finalement là, le momentum d'une histoire qu'on a suivi tous et toutes. On a parlé tout à l'heure justement du développement des médias indépendants. Quelqu'un l'a fait remonter au mouvement des places, mais on peut faire remonter à une des médias tout simplement. Donc le mouvement altermondialiste, ça a été un peu dit en 99. Donc c'était l'idée de devenir média. Hein, et il y avait à l'époque mouvement en France 95, les premiers usages d'Internet, c'est d'abord aussi des usages militants. C'était Antenne acédique, donc c'était aussi tous ceux en fait qui n'avaient pas voix au chapitre, qui n'avaient pas accès aux médias. Et donc l'histoire, elle se poursuit et Et aujourd'hui, vous l'incarnez magistralement. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé entre Antenne acédique, par exemple, ou les chômeurs, ce qu'on appelait aussi tous les mouvements, c'était de relogement, enfin tout ce qu'on appelait les nouveaux mouvements sociaux, qui se sont emparés d'Internet, justement parce que c'était leur média. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? C'est la massification, en fait, hein, bien sûr, des équipements et surtout la massification du téléphone portable qui est devenu également une caméra et moi ce que j'appelle une caméra stylo. Et cette massification, eh bien, elle a permis notamment de pouvoir réaliser ces selfies, parce qu'on parle des Facebook Live, mais c'est quand même ils ont une configuration particulière parce que ce sont quand même des selfies vidéo. Et donc c'est finalement, comme vous le disiez, un individu qui va prendre la parole là où il n'est pas représenté par ailleurs sur les plateaux de télévision et qui va s'exprimer en son nom propre. Et finalement, cette révolution, c'est aussi une révolution donc, de ce pouvoir dire en son nom propre, mais aussi du point de vue en s'exposant en fait aussi physiquement, en ayant aussi un visage. Et c'est ça qui a été assez joli dans ce mouvement, c'est finalement que c'était des voix singulières qui se sont exprimées, mais aussi avec cette idée que, eh bien, on pouvait en son nom propre participer de la vie publique, de la démocratie, et aussi en ne se masquant pas. C'est quand même à visage découvert qu'on a pu ainsi échanger autour de différents événements, de différentes expériences que l'on ressentait dans son quotidien. Alors donc, du point de vue des technologies, cette caméra stylo qui est le mobile, ça révolutionne vraiment qui en fait peut en effet s'exprimer, mais ça révolutionne aussi, Dominique l'a un peu signalé, le quand on s'exprime. Parce que ce qui était aussi intéressant, c'est que finalement, ce sont des outils ordinaires et ce sont des expériences ordinaires et du quotidien qui sont aussi racontées, mais aussi dans le cours de la vie même. Et on était, en effet, moi je suis contente de rencontrer Fly Rider en vrai, parce que moi aussi, je vous ai écouté pendant des heures et c'était assez intéressant parce que de même que votre caméra a été posée dans votre bureau, je ne sais pas, et vous parliez, moi, pareil, j'avais mon ordi qui était branché, puis je vous écoutais en faisant peut-être d'autres choses, mais il y avait cette idée que la politique, elle s'inscrivait, elle s'installait dans le cours de la vie ordinaire. Et donc, c'était aussi une expérience démocratique assez intéressante que de finalement faire descendre, faire atterrir, comme dirait Latour, la politique dans les salons, dans la cuisine, une sorte de démocratie conversationnelle, dialogique, où l'on parle vrai. Donc, vous avez signalé Julian Assange, mais c'est ça, c'est ce qu'on appelle un philosophe ce qui s'appelle Michel Foucault parle de parésie, c'est-à-dire le parler vrai. C'est-à-dire ce courage de la vérité que vous avez osé propager. Et donc là, voilà, je voulais juste marquer ce point un peu d'histoire, c'est la massification du numérique, mais qui se matérialise quand même à travers les mobiles et cette particularité qu'ils ont finalement d'être des outils du quotidien où l'on parle du quotidien dans le cours de la vie même. Et ça a des conséquences politiques, ces selfies vidéo, parce que finalement, c'est l'idée que ça met en crise la représentation, mais au sens, ça incarne en fait cette crise de la représentation, puisque
puisqu'il est possible de se représenter soi-même, c'est vrai que cette idée de se faire représenter par d'autres, essayant que son visage finalement ne soit plus le sien et que sa propre voix ne soit plus la sienne, eh bien, ça paraît de plus en plus problématique. Et donc, c'est vrai que ce moment un peu particulier des Gilets jaunes, c'est aussi ce moment où la crise de la représentation atteint un stade vraiment avancé et que finalement, on a des nouvelles explorations démocratiques on a parlé des mouvements assembléistes, où justement, il s'agit là encore de se présenter soi-même et de développer une conception un peu renouvelée de la démocratie qui ne serait plus une démocratie représentative. Donc, il y a quelque chose à inventer, mais que le mouvement des Gilets jaunes, notamment dans ses usages du numérique et aussi à travers ce selfie vidéo, a extrêmement bien incarné. Voilà, c'était juste une petite socio-histoire du selfie vidéo, parce que c'était quand même votre affiche et c'est pas pour rien. Théophile Boucher-Galliano, qui est l'illustrateur, viendra nous rejoindre normalement cet après-midi. Merci beaucoup. Qui a envie de réagir? Luc? Alors, moi, j'aimerais qu'on entende les Gilets jaunes, en fait, avant. Je sais que Philippe, voilà. En fait, cet événement-là, c'est aussi quelque chose qui doit déplacer la parole des chercheurs. Parce que je pense que les analyses que vous faites sont tous très intéressantes, mais ce qui m'intéresse, c'est comment on va pouvoir réinventer ensemble, en fait. Et donc, il faut que les analyses puissent aussi répondre, en fait, aux témoignages qui sont apportés maintenant par les Gilets jaunes. Donc, il y a cet effort de coordination qu'il faut faire. Philippe, je t'ai rencontré lors d'une réunion qu'on avait eue avec Assemblée virtuelle et Objectif RIC, et j'ai trouvé que ton histoire était très intéressante. Voilà, je serais intéressé que tu en fasses profiter à tout le monde. Ouais, c'est ce que je vais faire. Merci Igor, merci de m'avoir invité. Je pensais qu'on aurait été dans un petit univers confiné à parler entre nous. Là, je me retrouve devant une assemblée. Je sais qu'on est filmé. Donc, je me retrouve un petit peu dans la position du dernier petit cornichon au fond du bocal, sous le filet vert, un petit peu angoissé. Mais on va essayer de faire avec. Hein. On en a vu d'autres quand même. C'est l'itinéraire d'un gilet jaune que je vais vous raconter. Et donc c'était un itinéraire en fait qui ne commence pas en novembre, mais qui commence 2018, mais qui commence en 2014. 2014, c'est vrai que ça fait une longue période de maturité, mais c'est une période de maturité qu'on a besoin. Et finalement, sur ce sujet de remettre en question la façon de penser, la façon de concevoir mon environnement et mon avenir, je n'étais pas le seul. Vous aviez déjà Chouard et bien d'autres personnes qui remettaient en question la façon dont les citoyens étaient traités et qui ont recommencé à retravailler sur la Constitution. À remettre en question en fait une société où le peuple est représenté mais ne participe plus. Et petite anecdote d'ailleurs au passage par rapport au film qui a eu plein de Césars mais avec aussi plein de polémiques. Cette période de J'accuse, c'est la période qui a juste suivi en fait le suicide de Boulanger. Et Boulanger, en fait, qu'on a taxé de réactionnaire, populiste, ce qui était un peu certainement, était quand même soutenu énormément par la gauche radicale de l'époque. Et la gauche radicale de l'époque voulait renouer avec une représentation, pas une représentation, mais avec la participation des citoyens. C'est juste une toute petite parenthèse. Cette période de 4 ans pour arriver aux Gilets jaunes, c'est une période qui a été extrêmement agitée. Donc j'ai vu plein de troubles, j'ai participé à ces troubles d'ailleurs, et j'en ressors maintenant, contrairement à beaucoup de gens, avec... j'ai énormément changé, mais voilà, maintenant j'ai énormément d'espoir, alors que ce n'est pas le cas avant. Ouais. Comment je me suis construit par rapport à cette fonction? D'abord, j'ai été interpellé par les bonnets rouges. Donc bonnet rouge, tu le connais, parce que tu es breton aussi, comme moi. Et en fait, c'était une réaction
au contrôle social, au contrôle routier, à l'appauvrissement des paysans à leur suicide, et voilà, et à plein d'autres malheurs qui leur arrivaient. Et ils ont été maltraités, on les a traités de réactionnaires, de poujadistes, d'anti-écologistes, puisque ça avait été présenté, ces portiques avaient été présentés par Ségolène Royal comme quelque chose d'écologique. Voilà. Ils ont réussi à gagner, et en gagnant, en fait, ils ont montré que des citoyens, sûrs de leurs actions, pouvaient gagner contre un pouvoir fort et méprisant. Ensuite, j'ai été directement concerné parce que je suis ilien, et j'ai assisté, carrément impuissant, à la prise en main de Veolia sur les services maritimes des îles du Ponant, avec l'aide complète en fait des institutions politiques, du Conseil, notamment du Conseil général dirigé par Goulard, donc un nom qu'on connaît bien ici. Ça, là aussi, j'ai vu qu'en fait le peuple ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas agir. Donc on a subi des hausses considérables des transports qui ne permettent plus à certaines familles de pouvoir se revoir, parce que voilà, aller à la nage, c'est quand même un petit peu difficile. Le covoiturage, ça n'existe pas non plus. La troisième expérience que j'ai eue, que vous connaissez tous, c'est la période motard. C'est-à-dire que je viens des motards en colère. Donc là, les motards en colère, c'est une expression que vous connaissez tous, hein, parce que vous avez vu la France en colère, vous avez vu les avocats en colère, vous avez vu les docteurs en colère, les pompiers en colère, tout le monde est en colère. Et vous l'êtes, et je viens d'entendre ce mot d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Grosso modo, je fais partie, j'ai organisé, j'ai aussi assuré la sécurité de ces grosses manifs, où parfois il y avait 15 000 motos qui bloquaient tout Paris, et avec des revendications qui nous paraissaient, mais alors fondamentales, logiques, parce qu'on était face à des décrets antisociaux, liberticides complètement, sur la liberté de circulation, mais aussi un exemple tout à fait concret, il faut rester concret. On est ici en Seine-Saint-Denis, dans 2 ans, 73% du parc automobile va être supprimé. Vous vous rendez compte quand même de l'implication, hein ? Voilà. On n'a jamais été reçu par Hidalgo, avec son adjoint Nadjowski, qui avait créé ces saloperies, hein, entre guillemets. C'est devenu assez rageux parce que il y a eu des gardes à vue, il y a eu des plaintes contre l'association, on n'arrivait pas à se faire entendre, zéro média par rapport à nos actions, et pourtant on a fait des actions de nuit, on a bloqué les Champs-Élysées, on a fait voilà. Rien. Ça nous a quand même paru très bizarre, donc qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est associé avec les automobilistes. Parce qu'après tout, on avait les mêmes contraintes. Et même avec les automobilistes, eh bien, zéro, nada, rien. C'est-à-dire qu'on devenait une population nombreuse, c'est-à-dire quand même plus de 100 000 personnes, invisible. On n'existait plus, quoi. On n'avait plus de droits. On n'est plus, voilà. On n'était pas dans le bonisme, on était les méchants, on était les graisseux, on était les pollueurs, on était voilà. Donc peu importe que ce soit des lois anti-pauvres, anti-banlieue, peu importe, on n'était pas reçus. Moi, ça m'a vraiment posé une question. Donc quand c'est arrivé les gilets jaunes, bien sûr tout de suite j'ai compris. Et personne n'en parle, mais moi j'ai tout de suite vu ça. C'est qu'il y a une révolution culturelle, une révolution picturale. C'est un art nouveau qui est sorti des Gilets jaunes. Ça, on l'a oublié, hein. Ces fonds brumeux avec les lumières bleues des flics, les Gilets jaunes, le rouge, c'était extraordinaire. Et j'ai senti que là, on y était. J'ai créé l'Alliance jaune à 5, on n'était pas nombreux, hein.
Donc, l'Alliance jaune, je ne vous présente pas, c'est quand même assez décrié. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu assez de questionnement à notre égard, parce qu'on avait quand même, dans la besace, on avait la mutuelle d'expression sociale, c'est-à-dire la possibilité d'être assuré si on avait un problème en manifestation. On avait la possibilité de récupérer tout de suite de l'argent. Tout de suite de l'argent parce qu'on intégrait aussitôt des mesures qui étaient en fait permises soit par l'UE comme la TVA à 0%, qu'on nous disait ici absolument impossible. En fait, non, c'est possible. L'UE le recommande. On entend maintenant parler en fait de la taxation, le modèle de taxation espagnol sur les banques. Ça, on l'avait, on s'en était inspiré. On s'inspirait également du timbre anglais, on s'inspirait des micro-tractations bancaires, donc le modèle coréen. Voilà, on avait ces idées-là, on avait l'idée en fait de dépoussiérer un petit peu l'Europe, de regarder comment ça se faisait et puis de rendre compte après, et de mettre en place des ateliers de référendum d'initiative citoyenne. Voilà. Je parle peut-être un petit peu trop. Voilà. Oui. C'est juste parce que j'entends plein de trucs et c'est juste pour vous montrer, juste pour mettre un fait sur la table. L'événement est partagé depuis combien de temps sur les réseaux sociaux? Trop peu de temps. À peu près combien? Une semaine et demie? 2 semaines. On est tous pacifistes dans la pièce ici? Personne va s'énerver, mettre le feu? Okay. Est-ce qu'il y a un seul journaliste de BFM TV ici? CNews? LCI? Chaîne télé publique? D'accord. Vous avez préparé un événement qui réunit autre chose que des casseurs, puisque c'est ce qu'ils nous reprochent, hein, soi-disant. Il n'y a pas un seul média public ici. Non mais c'est pour montrer que s'il n'y a pas de réseaux sociaux, s'il n'y a pas de médias indépendants, bah il n'y a pas d'infos. Voilà. Merci. Je vais juste le reprendre, et c'est vrai que je prends beaucoup de temps, je suis absolument désolé. J'ai une base de minutes, d'accord. Eh bien, de cette alliance jaune, je n'ai retiré 2 choses en fait. 2 choses qui sont extrêmement importantes. 1, je ne reviendrai jamais plus à une politique au menu. Ma politique à moi, elle se fera à la carte, elle ne se fera jamais, plus jamais au menu. Voilà, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on glisse progressivement vers une dictature boniste, puisque le mot est à la mode, et j'aime bien l'expression qu'avait créée Yann Le Bihan, qui faisait partie en fait de l'Alliance jaune, et qui parlait d'extrême centre. L'extrême centre, pour moi, qualifie bien en fait cette dictature boniste, cette dictature molle que l'on subit actuellement. De toutes ces expériences, j'en ai tiré également qu'on avait contre nous à la fois les politiques, mais une oligarchie financière, économique. On avait la finance, mais pas que la finance. On avait aussi le juridique contre nous et les médias. Voilà. Donc, en fait, on ne pouvait plus s'exprimer. Jamais je n'ai entendu un gilet jaune s'exprimer sur France Inter. C'est quand même fabuleux, quoi. Non, sur France Inter, jamais je n'ai entendu parler des Gilets jaunes, parler d'un représentant des Gilets jaunes ou d'un porte-parole ou d'un Gilet jaune comme ça dans la rue ou sur son rond-point. Jamais, jamais, jamais. Donc, voilà. J'ai eu la chance de connaître Hakim et son équipe et je les rejoins et on a créé l'objectif RIC, donc l'objectif du référendum d'initiative citoyenne. Voilà. C'est, je pense, l'avenir que l'on doit avoir et aussi, vraiment, je le pense vraiment, si on veut reprendre un petit peu l'activité politique et je vois très très mal arriver les municipales, je vois très très mal arriver les présidentielles. Les gens ne voteront plus forcément pour Macron, ne voteront plus pour cette option. Il est extrêmement important qu'on arrive à faire monter ce référendum, l'idée de ce référendum, l'idée de ce partage, l'idée du partage des connaissances et de l'action, de manière à se prévenir en fait de plus grands dangers dans l'avenir.
Peut-être, Luc, tu vas parler, mais juste avant. Premièrement, il faut que je vous révèle une vérité. C'est vrai que mon idée, c'était de dire il va y avoir beaucoup de monde. Comme ça va permettre, premièrement, de montrer une grande diversité, qu'il y ait plusieurs voix qui s'expriment. Et deuxièmement, je vais être un peu méchant avec vous, mais de frustrer aussi les intervenants. De frustrer les intervenants pour qu'ils restent ensuite aux ateliers et qu'on puisse rediscuter plus en profondeur de ces questions-là. Voilà, donc je sens Fawzi qui boue à côté de moi, je sens Maxime aussi. En fait, on n'aura pas le temps de dire tout, mais par contre, dans les ateliers, on va pouvoir vraiment approfondir. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, c'est que un des enjeux de cette rencontre, ce n'est pas de parler d'idéologie. Je sais que vous parlez beaucoup d'idéologie, c'est très important. L'enjeu de cette rencontre, c'est de parler de puissance d'action et de voir comment la technologie peut participer à la réflexion sur les nouvelles formes de la puissance d'action politique. C'est aussi donc de parler de processus. Et le RIC propose un processus, propose un protocole. Voilà. Donc quand on sera cet après-midi dans la session sur la délibération, on parlera d'un processus d'action, d'un processus de pensée, d'un processus d'organisation. Mais l'idée n'est pas tant de discuter des idées politiques que de discuter des moyens d'action politique. Voilà. Donc c'est juste un rappel que je voulais faire. Luc, peut-être tu peux reprendre la parole. Je voulais te remercier avec d'autres pour ce que tu as organisé, là. Et pour une fois, on a quelque chose d'un peu métissé, d'un peu hybride. Je trouve ça formidable. Donc je vais vous dire d'où je parle et je vais venir sur des faits pour produire justement. Donc moi, je suis géographe. Et je suis aussi gilet jaune. Donc tout à l'heure, quand je demandais la parole, c'était en tant que gilet jaune, j'avais bien compris ce que tu voulais faire. Et donc moi, je viens d'un rond-point où je suis depuis novembre 2018. Un rond-point où je suis allé parce que j'ai senti le mépris et le décalage entre ce que je voyais sur les ronds-points de l'Est de la France et puis ce que j'entendais dans les médias traditionnels. Je préfère utiliser le français, donc je vais dire dans les médias traditionnels. Et donc depuis cette période-là, j'ai été tous les jours sur le rond-point de Crolles à 20 km de Grenoble et j'y suis encore 2 fois par semaine. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas justement séparer. J'ai eu honte d'y aller parce que j'ai une paye à la fin du mois, je suis enseignant-chercheur, je suis fonctionnaire. Mais à un moment donné, j'y suis allé parce que j'en pouvais plus qu'on dise à la place des autres. Voilà, et je viens d'une famille ouvrière, donc c'était mon oncle, mon père, ma sœur, mes frères qu'on insultait dans la façon dont on parlait dans les médias traditionnels. Ça, c'est le premier point. Donc je suis venu avec Véro et avec Moïse, qui sont tous les deux sur le rond-point, que je ne connaissais pas, qui sont devenus des amis. Je voulais dire les faits. D'abord, qu'est-ce qu'on utilise? Vous parlez d'un certain nombre de choses numériques. Donc nous, on utilise un groupe qui est Facebook, Action Crolles 38, vous pouvez y aller, et puis le courriel ou le mail. Voilà, c'est tout. La mobilisation sur le carburant, elle a été reçue par beaucoup de gens du rond-point au début. Elle a été reçue par mail plutôt que Facebook. Ou bien par le bouche à oreille. Donc ça, c'est quand même intéressant. Un tiers des gens ne sont pas sur les réseaux, ça a été dit, et il y a un bon tiers qui n'a pas la télé. La plupart n'ont plus confiance dans les médias traditionnels. Alors évidemment, ils vont voir la réinformation, un terme assez terrible, et le grand tout, le grand n'importe quoi, parfois des formes de complotisme et autres. Donc il y a évidemment un travail à faire là. Ceux qui utilisent aujourd'hui ces médias ou qui les utilisent, qui sont dessus, ils se sont pour beaucoup formés avec le mouvement. Donc moi je crois beaucoup au rond-point, je vais revenir là-dessus, et l'articulation entre le numérique et le rond-point. Je crois beaucoup au rond-point comme un atelier. Alors certainement un dispositif d'émancipation, mais aussi un dispositif apprenant. Ça, je trouve que c'est une chose centrale. Donc les gens se sont formés là, et ils forment aujourd'hui. Par exemple, une des activités principales d'un certain nombre de gilets jaunes, dont Véro qui pourrait très bien en parler, c'était d'aller sur les ronds-points et de montrer aux gens d'aller sur les ronds-points, d'aller sur les marchés dans la ville, à la sortie des supermarchés, pour signer les pétitions, notamment sur l'aéroport. Donc ça, c'est un point important. Plusieurs gilets jaunes ont eu leur compte bloqué. Ça, c'est intéressant. Celles et ceux qui étaient dessus, ils ont eu leur compte bloqué sans savoir pourquoi. Comment ? Leur compte Facebook, oui, puisque c'est plutôt là-dessus qu'on est. Quand on utilise le Facebook pour s'exprimer, je dois dire que quand même c'est l'objet de tension et c'est l'effondrement de pas mal de ronds-points. Il y a des ronds-points qui ont eu du mal à tenir parce que les cabanes ont été brûlées. Une fois qu'on les a reconstruits 5, 6, 7 fois, c'est fini. Par contre, quand parfois l'échange se fait simplement sur Facebook, il n'y a pas je ne vais pas parler de génie du lieu, mais en tout cas, il y a un truc qui se passe au niveau du rond-point et je voulais insister là-dessus, sur l'importance du rond-point pour l'expression et le groupe. D'abord, c'est un lieu, c'est un espace public, cette cabane. Donc, c'est les gens.
Oui, c'est un lien entre les personnes, il y a des interactions, c'est de la confiance. Et ce qui est intéressant, c'est pas Facebook qui a permis que le mouvement des Gilets jaunes, de mon point de vue, puisse continuer, en tout cas celui que je connais, celui des ronds-points, qui est évidemment en dialogue d'une certaine façon avec celui des sites, mais c'est la capacité qu'a ce mouvement à rester hétérogène, à mon avis, il vient, et partagé avec les collègues qui ont travaillé aussi là-dessus, il vient de cette fraternité. C'est-à-dire que cette fraternité est la possibilité de remettre en groupe des gens qui sont sur des positions politiques construites là ou venues d'ailleurs, qui sont différentes. Donc ça, c'est très important. Ça se fait par les actions aussi, les manifestations. Donc c'est un camp de base, mais on va aussi en action. Et il y a des assemblées. Il y avait des assemblées tous les jours. Cette assemblée, elle s'est professionnalisée. Aujourd'hui, il y en a une par semaine le mercredi, ce qui permet de construire les actions du vendredi, qui sont plutôt des ateliers de formation, et les actions du samedi. Ça, je pense que c'est important. On parle de médias. N'oublions pas qu'un rond-point, il fabrique, et avec des gens qui ne savaient pas le faire, il fabrique des tracts, il fabrique des images, il fabrique une citoyenneté visuelle, et il fabrique aussi des panneaux. Nous, on a une personne sur le site, alors on l'appelle affectueusement Papy Pancarte, il s'appelle Pierre. Tous les jours, il fabrique des panneaux, et le plus beau d'entre eux, c'est « Merci Macron pour la fraternité retrouvée ». Il est encore là, il est en ferraille, c'est un des panneaux de départ. Ça veut dire que le rond-point, il est devenu un média dont les Gilets jaunes ont la maîtrise. Et sur le rond-point de Crolles, il y a 26 000 voitures qui passent sur 24 heures et 1000 camions. Donc ça fait du bruit, les klaxons d'un camion. Donc je voulais insister là-dessus. Je voulais aussi insister sur le fait que ça mute très vite. Tu es venu sur Crolles. Ça mute très vite, et il y a un devoir pour les chercheurs, gilets jaunes ou pas, de documenter. Et nous, on a mené deux choses, et il y a d'autres ronds-points qui l'ont fait. On a fait un petit bouquin qui s'appelle « Sur la vache jaune, l'utopie d'un rond-point », à partir d'une observation participante, à partir d'enquêtes qu'on a livrées, mais il est un bouquin de Bernard, de Luc et de tous les autres. Voilà, donc c'est quelque chose qui a à la fois la fierté des gens du rond-point, des gilets jaunes qui l'ont filé à leur famille, c'est un peu leur image, mais c'est aussi une matière pour des chercheurs qui n'ont pas pu être là dans ce moment-là. Donc ça, c'est deux éléments, et je voudrais finir par deux images. La première, pour voir comment les choses ont évolué. La première, elles sont récentes, ces images. Je vais dire, au début, quand j'étais sur le rond-point, qu'il y avait la presse qui venait de temps en temps, voilà. Personne ne voulait parler, on mettait à distance, tiens Bernard, Luc, allez-y, vous avez l'habitude de parler. On hésitait à y aller. On a eu France 2, le New York Times, le Daily Telegraph, et franchement, il y avait l'assemblée qui se passait, ils étaient là, tout le monde se foutait d'eux. D'ailleurs, pour voir ce que ça a donné, le reportage sur France 2, c'était le pire. C'était le pire des reportages qu'on a jamais. Mais tout le monde se foutait complètement de la présence ou pas de ces journalistes. C'était quand même quelque chose d'assez essentiel, se disant de toute façon les choses se passent ailleurs et autrement. Et la deuxième image assez géniale, c'est-à-dire que sur ce rond-point, il y a une espèce de deal entre la municipalité et les gilets jaunes qui sont là, c'est-à-dire le maintien possible de la cabane, qui est essentiel. C'est la vie vraiment du collectif pour toutes les raisons que j'ai dit. Donc il y a un dialogue permanent. Souvent, on est convoqué à la mairie, on doit dire qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi. Enfin, c'est assez terrible. On a même été exclu par le maire d'une présentation de l'ouvrage. J'ai jamais vécu ça dans ma vie d'universitaire. On a été sorti d'une association qui nous invitait, d'écolos, qui nous invitait pour parler de ce qui se passait sur la vie du rond-point. Il nous a expulsés de la salle. Mais ce même maire qui est en campagne aujourd'hui et une liste qui s'appelle Crolles 2020, de gens qui sont sortis de sa majorité, qui ont créé une ville, sont venus débattre cette semaine pendant 2 heures sur le rond-point de Crolles, dans notre petite cabane. Il n'y a pas de toit, hein, parce que si on met un toit, il casse la cabane. Donc on met simplement une toile dessus pour permettre que la vie puisse continuer et qu'on puisse vivre ces assemblées. Ils sont venus débattre, et alors c'était assez intéressant de voir la pirouette du maire. À un moment donné, un des débats, c'est la question d'espace public. Donc il a dit, bon, l'espace public, c'est bien, mais à un moment donné, il appartient à tout le monde. Donc moi, je vous propose quelque chose pour décider ou pas, parce que c'était une des questions des Gilets jaunes, c'est est-ce qu'on reste ou pas sur le rond-point. Il a dit, c'est très simple, moi, ce que je vais faire, on va faire un RIC au niveau communal pour savoir si vous avez le droit ou pas de rester sur le rond-point. Voilà, il y aurait mille choses et rebond, mais je ne le fais pas. Hein. Juste un point avant de passer la parole à Moïse, puis à Victor, qui n'a pas encore parlé.
juste, moi, je voulais faire au départ cet événement-là. Merci beaucoup, Luc. Juste, Moïse, qui est tout là-bas, qui est aussi du rond-point du Kroll, juste avant de passer la parole à Moïse. Moi, je voulais faire cet événement au départ sur un rond-point, mais mais je voulais le faire. Ça aurait été super. La prochaine fois. Merci. Attends. Alors, non, mais juste pour dire un truc, c'est qu'avec ce qui se passe avec la répression aujourd'hui, je me suis dit qu'on prenait un risque en fait à faire ça sur un rond-point en fait. J'avais très peur que alors si on était à Paris tout ça, je pense qu'on aurait pris un risque voilà. Et j'avais peur que avec les stars que nous avons aujourd'hui, ah tu rigoles ou quoi? Mais ah je sais que t'aimes pas. Ouais mais c'est une petite. Ouais, alors en fait, je suis content que tu me dises ça parce que je savais que tu allais réagir. Ou si c'était pas toi, je pense que d'autres auraient pu aussi réagir de cette manière-là. Juste un point justement par rapport à cette réaction. Tout à l'heure, pendant le temps des ateliers, en parallèle, on sera aussi en duplex avec l'Assemblée des Assemblées numéro 5 qui a lieu en ce moment à Toulouse. Alors c'est juste un point que je fais maintenant. Ça a été difficile à établir comme partenariat. Pourquoi? Et c'est pas à moi qu'il faudra que tu répondes, c'est à eux qu'il faudra que tu leur dises, donc en restant tout à l'heure. Ils m'ont dit, et je répète leur phrase, nous, on a du mal avec les célébrités. Voilà. Ça a été vu, en fait, dès le départ. Vas-y. En fait, dès le départ, moi, sur ma page, sur mon groupe Facebook, j'ai été clair, je ne représente personne. Je ne suis pas un porte-parole ou un chef ou un leader ou je ne sais pas quoi. Tout se fait au niveau local. C'est pour ça, moi, que j'adore les initiatives comme ça. Il y a des initiatives par chez moi, chez Rostrona, où ils ont fait le quartier généreux, qui est un peu pareil. C'est un rond-point où il y a énormément de choses. Et en fait, l'Assemblée des Assemblées, dès le départ, nous ont dit, nous, on ne veut pas de stars. Moi, je dis, bah, super, cool. Moi, ça me va. Comme ça, non, mais ça me va. Comme ça, les gens produisent du concret et il n'y a pas besoin de chef. Donc, vous faites selon les règles décidées collectivement, via une forme de RIC, c'est ce qu'on veut tous. Moi, ça me va. Et j'ai jamais participé à Inada. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la place et tu parlais de légitimité, j'en ai aucune, zéro. Je m'exprime de façon personnelle sur un groupe qui diffuse des informations sur le mouvement social et ce qui doit être décidé doit l'être de façon collective dans des assemblées ou via la Ligue citoyenne ou via d'autres choses. Mais il n'y a que ça qui compte, le collectif. Moi, je suis un grain de sable parmi tous les grains de sable qui font ce mouvement. Vas-y. Priscilla, je suis désolé, je te passe la parole, moi, je t'oublie pas. Hein, ceux qui n'ont pas pris la parole, mais c'est peut-être qu'on ne reviendra pas dessus. Pour ce qui concerne l'Assemblée des Assemblées, j'ai un autre regard, moi, parce qu'effectivement, je ne savais pas ce que tu viens de dire là, mais c'est assez compliqué parce que je trouve que c'est une initiative intéressante qui permet aux gens de s'exprimer et je pense que c'est inédit et que ça gagne à être connu et ça gagne à être communiqué par les médias qui sont parfaitement au courant de l'existence de cette initiative. Sauf qu'effectivement, là, quand j'entends, ils ont du mal avec les célébrités, c'est très dommage qu'ils voient encore les choses comme ça, mais c'est surtout embêtant parce que même moi, en tant que citoyenne lambda, je ne peux pas participer et je ne pouvais pas voir ce que ça donnait parce que j'étais exclu. Donc c'est très dommage pour un processus qui se dit démocratique d'exclure d'emblée des personnes dites médiatisées. Et ça a été très virulent dès le début. Il faudra leur dire tout à l'heure. Mais moi, là, je me fais le porte-parole parce que je sentais qu'il y avait quelque chose à dire. Tout ça pour dire que c'est dommage parce que ça aurait pu être intéressant de voir comment ça se passe. Mais moi, j'ai malheureusement pas pu voir comment ça se passait en fait. Donc sur les derniers où on m'a proposé de venir, non. Parce que voilà, quand on s'est fait lyncher pendant les 3 premières assemblées... Après, voilà. Alors moi, je leur ai dit, écoutez, moi, j'aimerais bien qu'on pose ces questions-là. Donc, si vous pouvez rester en début d'après-midi pour être en duplex avec eux, ils sont prêts maintenant à engager cette conversation avec vous. Mais Igor, quand même, les ronds-points mandatent des personnes localement sur le site. Ils les mandatent pour aller travailler. Ils travaillent et ensuite, ce qui est décidé au niveau du rond-point, de l'Assemblée des Assemblées, revient au niveau du rond-point, est validé et remonte comme étant la parole des collectifs. Des ronds-points. Donc c'est eux qui se fédèrent, mais ils pourraient inviter, effectivement. Okay. Mais c'est autre chose. En parlant de rond-point, Moïse, tu es aussi un membre du rond-point de Kroll. Je suis charpentier et du coup, voilà, je suis venu avec Luc et Véronique. Le rond-point, je voulais rebondir derrière Luc qui a beaucoup parlé du rond-point. Et en fait, en 2015, il y a eu une exposition universelle qui était intitulée « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». Et ce qui était la représentation de cette exposition universelle, cet événement, il avait été choisi la halle.
la halle comme lieu où les gens se croisent, où les gens partagent des vivres comme des services, et un petit peu en opposition avec aujourd'hui ce que déjà en 2015 ils savaient que le centre commercial n'avait plus beaucoup d'avenir, et même si aujourd'hui on les voit encore, ils essayent quand même beaucoup de muter, parce que tel qu'il existe aujourd'hui, on ne ressent pas beaucoup d'avenir. Et c'est vrai que moi, le rond-point, ça m'a toujours fait un peu penser à ça, et je trouvais ça drôle que ça nous ait presque été suggéré par une exposition universelle, quoi, et de trouver que finalement, le fait de l'avoir mis en œuvre, ça dérange beaucoup, en fait, parce que finalement, c'était pas quelque chose qui était apprécié de nos institutions. Et après, ce que je voulais dire par rapport à... Du coup, voilà, ça c'est la communication réelle. Et après, par rapport aux réseaux sociaux, moi je me suis rendu compte que le Facebook et les réseaux sociaux, ça faisait circuler une information, mais j'ai l'impression toujours dans un même cercle, dans un cercle assez clos. Et c'est là où c'est que moi je trouve que Facebook, ça a été notre allié et notre ennemi, parce que ces lives, c'était quelque chose de complètement opportun, de quelque chose qui a permis de montrer ce que personne d'autre ne montrait. Et en même temps, ils sont aussi maqués, et ils ont cloisonné pour faire garder dans un petit univers. Même si ça va un petit peu au-delà. Mais moi, quand je vois dans les gens que je connais, dans les gens les gens que je fréquente, qui sont ni des très riches, ni des très pauvres, mais qui ont, moi je suis convaincu, beaucoup de vulnérabilité aujourd'hui, et qui pour autant sont autant détachés que ça, et ne veulent surtout pas être assimilés au mouvement des Gilets jaunes, parce que c'est péjoratif, quoi, parce qu'ils sont quand même aujourd'hui influencés par les médias universels, les médias principaux. Et c'est pour ça que aujourd'hui ils ont quand même toujours, ils ont pas gagné, parce que il y a rien qui est fini. Et puis, mais c'est vrai qu'il faut penser à un relief entre justement cette communication sur les ronds-points, cette communication qui est, je pense, qui a servi vraiment, vraiment beaucoup de gens, qui a servi, mais même ce cercle, je crois que fermé, qui est tellement important d'écouter des gens comme Maxime Nicole, Priscilla Ludowski. Et je crois que ça permet quand même de fédérer, ça permet de... Et même sur les groupes sur les ronds-points, comme à Crawl, Action Crawl 38, je crois que ça permet de faire quand même passer beaucoup d'informations, même s'il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui ne seraient pas dites forcément de la même manière à une personne en face de soi, et du coup qui provoquent aussi des réactions un petit peu disproportionnées, et on voit que ça nécessite des modérateurs, mais ça permet quand même de faire passer beaucoup d'informations, et c'est important. Voilà. Merci beaucoup, Moïse. Victor, je vais te laisser la parole. Peut-être tu es le dernier à intervenir, du moins pour ce premier tour. Si tu peux essayer de faire le lien entre tout ce qu'il a dit, et notamment sur Assemblée, rond-point, plateforme numérique. Voilà, si tu... Je te donne cette tâche-là. Je sais que ça t'intéresse, et je sais que la question de la transition t'intéresse. Ça marche. Bonjour à tous. On essaiera de faire ensuite un très court dernier tour. Donc Victor Petit, je vais juste commencer par un merci, évidemment, un merci à Igor, mais j'ai aussi envie de remercier les Gilets jaunes ici présents dans la salle. Merci à vous. Je suis redevenu fier de mon pays grâce à vous, et voilà. Donc bon, mais pour autant la lutte n'est pas gagnée. Là, on est entre gens d'accord.
entre nous, mais la lutte n'est pas gagnée. Quelques points. Alors sur des remarques. Une remarque, on a beaucoup parlé de médias mainstream dans la première table ronde, et on pense en fait à la télé, beaucoup. Je ne pense pas qu'on pense moins à la presse, et on ne met pas l'UMA, la Croix dedans. La presse n'est plus lue de toute façon, donc du coup, ce n'est pas trop elle qu'on accuse, puisqu'elle n'a plus de lecteurs. Et on pense à la télé, je me suis fait juste une remarque ici, et particulièrement BFM. Et il y a une question, on est là, oui, on va dire, oui, BFM, des informations, et on est tous d'accord. Moi, ma question, c'est juste, là, c'est pas du tout des questions de chercheurs, je tiens à le dire, les chercheurs ici en démocratie, c'est vous. Donc là, je parle vraiment comme ça. Là, si on sort à Saint-Denis, dans tous les cafés popus, il y a BFM. Dans tous les cafés de France où je vais boire mon troquet le matin, il y a Parisien et BFM. Et donc la question, c'est pourquoi on continue à... Enfin, quand je dis on, ça, c'est la masse, continue à regarder BFM tout en ayant le même regard. Ah oui, on sait très bien que c'est critiquable, on sait très bien que c'est de l'information. Oui, mais et moi, je ne peux plus prendre mon café le matin sans me taper BFM. Mais mettez, je sais pas, ça se pêche tradition, mettez ce que vous voulez, quoi. Mais moi, voilà, tous les cafés de Paname, il y a... Donc, premier truc, BFM, comment on fait pour effectivement lutter contre BFM? Pas juste dire c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas... Comment les gens arrêtent de regarder ça? Deuxième, et la question des plateformes, et ça, l'atelier ce matin, c'est pas moi qui vais prendre la parole, la question a été dite, c'est dit dans l'entretien merveilleux de Priscilla, qui pointe les contradictions. Alors moi, là, j'ai plutôt envie d'ouvrir. Effectivement, toute la question, c'est l'articulation des liens numériques aux lieux. Moi, je reste convaincu que les liens numériques ne tiennent que s'ils sont articulés à des lieux physiques, à savoir à des ronds-points. Et l'enjeu est là. S'il n'y a pas d'articulation de liens numériques à des lieux, donc l'occupation des lieux, ça ne marche pas. Et je ne crois pas trop aux nouvelles armes. Je suis un peu vieille école. Ce qui marche, c'est l'occupation de la rue, la grève, les barricades, enfin, ce qui n'a pas bougé depuis la commune. Commune qui, par ailleurs, on vit une période assez... on sait bien, parce qu'il y a plein d'automédias, etc. La commune, c'est la période de Paris où il y avait le plus feuilles de chou qui a sorti. Donc là, c'est plutôt bon signe. Ça prouve qu'on est peut-être dans une... Mais donc la question, c'est effectivement comment articuler... Bon, j'ai une question à Priscilla qui disait l'avantage de Facebook, c'est notamment que les gens y parlent sans étiquette politique et j'ai pu fédérer des groupes que je n'aurais pas pu fédérer en présentiel. Là-dessus, j'ai plutôt envie de poser la question, oui ou non, enfin, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est pas aussi dans les ronds-points qu'on apprend à mieux se connaître, à surmonter les différences et à passer au-delà des étiquettes de partis qui, en général... première question. Deuxième question, après, c'était en regardant votre entretien, donc l'entretien de Fauzi sur Quartier Jaune. Avec la censure qui n'a pas été évoquée, que vous n'avez pas écouté, donc tu as été sujet sur CNews, où effectivement, enfin non, c'est toi, voilà, le moment où tu l'évoques, coupé. Mais question, parce que vous êtes sur les deux, ça c'est une question à vous poser. Bon, alors oui, face à la censure, évidemment, on comprend pourquoi on utilise ensuite YouTube, effectivement, pour pouvoir dire ce que la télé t'a pas laissé dire. Mais la question, c'est quand même, ton but, c'est de toucher la masse. Et tu touches plus la masse en allant chez Hanouna qu'en créant ta propre chaîne. Donc vous êtes à la fois critique des médias mainstream, mais en même temps, vous y allez. Alors, je l'ai interviewé sur Quartier Jaune pour expliquer ce qui se passait dans les banlieues, parce qu'en allant chez Hanouna, à une émission où j'ai été chez Hanouna, à la fin de l'émission, je parle des banlieues, et au replay, en fait, sur leur chaîne, ils ont censuré le moment où je parle des cités en disant que c'est aussi des gens qui galèrent, majoritairement, et que oui, la délinquance, il y en a, mais il y en a aussi partout. Il n'y en a pas que dans des banlieues, et que voilà, j'appelais les gens des cités qui en ont marre des injustices à venir nous rejoindre. Ils ont censuré ce passage pour éviter que les personnes qui vivent dans les banlieues, et manque de bol, les personnes qui vivent dans les banlieues sont aussi dans les manifestations, ils sont aussi gilets jaunes, et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce reportage avec Fauzi, parce que je voulais montrer que les gens des banlieues, c'est pas une étiquette qu'on colle aux médias de arabe, terroriste, barbu, qui veut tout voler, et voilà, c'est des gens comme tout le monde, peu importe leur profession de foi ou pas, et peu importe leur couleur ou leur sexe, c'est des gens comme tout le monde qui sont gilets jaunes et qui se battent et qui sont avec nous, quoi. Et donc moi j'adore Fauzi, et je voulais montrer ça, une forme de censure qui tente à diviser, en fait, tout simplement. Ça tente à soit mettre des étiquettes pour que les gens ne se parlent pas. Donc les étiquettes, on les a tous eues, hein. Vous êtes de gilet jaune, vous êtes d'extrême gauche. Ça dépend de la chaîne, parce que des fois vous êtes d'extrême gauche, mais des fois vous êtes d'extrême droite. Ou alors des fois vous êtes fasciste, anti-démocratie. RIC.
c'est vachement antidémocratique. En fait, ils font des inversions complètes. Ils sont en dissonance cognitive totale. Ils essayent de perdre les gens en employant des mots, en leur enlevant leur sens. Et du coup, les gens ne savent plus. Alors quand vous regardez la télé, c'est bon, les gilets jaunes, ils sont là, ils sont plus là, ils sont de droite, ils sont de gauche, ils sont d'extrême, ils sont quoi en fait? Et c'est pour ça qu'il faut faire ça. Et moi, je suis d'accord avec vous, il faut qu'il y ait des ronds-points, il faut qu'il y ait des lieux physiques où les gens... Mais des assemblées générales, c'est ce qu'ils nous enlèveront pas. C'est ça qu'ils peuvent pas nous enlever. Ils peuvent nous mettre des gaz dans la rue, ils peuvent nous faire passer pour ce qu'ils veulent, des tartuffes chez BFM ou sur C8, hein, pareil, hein, parce que bon, lui, Hanouna, oui, j'y avais été, mais c'est pour faire du buzz, hein, clairement, et lui, il s'en fout complètement. S'il n'y a pas ces assemblées générales, s'il n'y a pas ces ronds-points, s'il n'y a pas toutes les initiatives qui sont mises en place, ben, en fait, on retourne comme il y a 10 ans en arrière. Et puis, moi, j'apprends tous les jours depuis 1 an et demi. Avant, j'étais comme beaucoup de gens encore aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? J'y comprends rien, c'est compliqué. On va me dire B, A, C, ils vont m'employer des mots que je ne comprends pas. Et puis, de toute façon, une fois qu'ils sont en place. Donc, en fait, la seule différence. Résigné, voilà, c'est ça. La seule différence, c'est que maintenant, bah, il suffit de pas grand-chose hein, pour avoir juste le petit package nécessaire pour commencer à se dire mais en fait, ils nous prennent pour des cons. Mais vraiment. Mais complètement. C'est-à-dire qu'en fait, lui, c'est pas mon ennemi. Ni toi, ni personne dans la salle, en fait. Le seul ennemi qu'on a, c'est l'argent et les choix qu'impliquent, les choix que prennent les personnes qu'on met en place pour diriger des pays. C'est ça, l'ennemi, en fait. J'ai pas d'ennemi ici, moi. Il y a des gens avec qui je ne serais pas d'accord. Mais c'est pas parce que je suis pas d'accord avec quelqu'un qu'on va pas pouvoir aller boire un café ou j'ai pas d'ennemi. J'ai l'argent qui fait prendre de mauvaises décisions à des gens qui, par corporatisme, par envie d'avoir une place ou par intérêt personnel, prend des décisions qui sont contraires au bon sens. Voilà. Victor, je te relaisse à nouveau la parole. Tu es sûr? C'est parce que... D'accord. Priscilla, tu voulais la parole? Je disais, et puis surtout, ils sont inquiets aussi. Parce que leurs incohérences, ils en sont les premiers au courant, ils en sont les premiers informés. Et en fait, ils arrivent à toujours passer par une énorme inertie. Tout à l'heure, c'était très bien imagé par un faisceau lumineux et face à la petite torche. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que les petites torches, en étant nombreuses, eh ben, ça peut mettre en lumière facilement ce qu'ils ne veulent pas qu'on montre, parce que tous les jours, en fait, ils créent des événements et ils se donnent une image, en fait. Et moi, hier, j'y étais aussi. Hein, je participais à un concours du meilleur artisan de France qui est sponsorisé par RMC. Et RMC, c'est BFM TV. Et je peux vous dire que quand je leur ai parlé de comment ils traitaient, en fait, on veut valoriser la filière du bois et à côté de ça, on balance, je ne sais pas combien c'est de mètres cubes, mais c'est colossal, c'est peut-être des milliers de mètres cubes dans des BNDIB sans même trier, mais quoi que ce soit. Hein. Les expositions, c'est quand même une honte absolue, quoi. Donc ça représente une petite dizaine de métiers. Aujourd'hui, c'est juste la 2e édition. Donc les charpentiers viennent juste d'intégrer cette édition là cette année et ben, le bois a été à la même valeur que le reste, que le verre, que le plastique, que tout ça. Ça a fini dans des BNDIB et je pense qu'ils les enverront peut-être hors des frontières de l'Europe, histoire d'être vraiment bien tranquille. Mais voilà, mais ça, tout ça, le fait juste de mettre le doigt dessus, on sent la sensibilité mais absolue, et eux ils font tout pour ils sont constamment en train de se créer une image et voilà, et en fait ben, leur force c'est leur inertie et c'est leur puissance, voilà. Je veux bien réagir aussi. Attends, tu veux poser une question ou... Oui, reposer tu parlais d'une plateforme alternative. Moi, c'est le rapport à Facebook, parce que pour résumer, en gros, ça va être dur d'avoir une démocratie technique avec une technologie non démocratique. Ici, il y a dans la salle à la fois des gilets jaunes et des mouvements, des militants du libre et des communs. Et la question, c'est est-ce que tu as pensé à d'autres plateformes
que Facebook. Enfin, déjà, j'aimerais que tu me racontes plus le truc d'administrateur, parce que ce que j'ai réalisé, c'est que tu en faisais un métier politique quasiment. Est-ce que administrer un groupe d'1 million de personnes, est-ce que c'est être comme un chef politique? Et tu évoquais est-ce que tu as pensé à changer de plateforme pour des plateformes dont tu comprends mieux dont tu as plus de visibilité sur les propres paramètres, sur les algorithmes et possiblement où tu peux toi-même mieux comprendre les choses. Ça va être des choses qui vont être discutées cet après-midi en atelier, mais je pense que c'est important de l'évoquer dès maintenant. Vu toutes les questions, il faut qu'on boive un café, je pense. Mais je veux bien réagir à certaines choses et répondre à quelques-unes. Par rapport à ce que j'ai entendu, effectivement, moi personnellement, j'ai beaucoup appris aussi. Je pense que pas mal de personnes sont montées en compétence sur plein de sujets parce qu'il a fallu pallier à des manques, faute de financement par exemple. Donc beaucoup se sont mis à faire des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire avant, mais tout le monde a dû monter en compétence, je pense, sur quoi ils se sentaient le plus à l'aise. Du coup, comme moyen d'expression, il y a des gens qui ont créé des radios, même des papiers, un peu des éditos, des gens qui se sont mis à faire ça. Tout à l'heure, j'entendais parler de tracts, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal ce genre de choses. Et je pense que comme on s'est tous saisis à notre manière d'un canal de communication sur lequel on était à l'aise, on a, à chacun à notre niveau, été censuré d'une manière ou d'une autre, soit sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter, on pratique vraiment beaucoup la censure. Moi, j'en suis personnellement aussi, si on peut dire victime, mais en tout cas, je suis aussi concerné. Et l'autre censure, c'est effectivement celle des médias mainstream sur certains sujets. Donc comme là, effectivement, il n'y a personne. Sur d'autres les assemblées, il y a quelques médias, mais pas toujours. Et quand on les convie à venir sur des sujets précis, parce qu'on avait besoin que ce soit communiqué pour montrer un autre visage du mouvement que celui que montre, par exemple, BFM, c'est compliqué. Ils ne viennent pas parce qu'il n'y a pas de sensationnel, il n'y a pas de buzz, quoi. Et c'est assez gênant parce qu'effectivement, je rejoins Fawzi quand il dit qu'on est dans une guerre de com, parce que c'est que ça. On est beaucoup plus mobilisé. Enfin, je pense qu'on est beaucoup sollicité et on a beaucoup d'énergie à mettre contre cette mauvaise communication qu'ils font du mouvement, plus que quand on marche dans la rue pendant 2 heures, quoi. Et c'est assez exténuant parce que on est toujours en train de rétablir certaines vérités. Et personnellement, je le vois par rapport à l'impact que les chaînes mainstream peuvent avoir sur mon entourage personnel. On voit tout de suite comment l'information est intégrée par les gens et comment il faut tout de suite qu'on la rétablisse d'une manière ou d'une autre. Et on fait comme on peut avec les moyens qu'on a. Et pour ce qui est de BFM, moi la première, j'ai utilisé largement les médias mainstream. J'ai fait que ça. Je les ai contactés pendant 1 mois. C'était pas pour que quand ils ouvrent la porte, j'y aille pas, quoi. Donc quand ils ont ouvert la porte, je me suis déchaîné pour faire l'appel du 17 novembre parce qu'Eric n'avait pas accès à ce moment-là aux médias. Donc je communiquais ses coordonnées pour qu'on se partage le travail. Mais à ce moment-là, oui, je me suis servi de BFM, clairement. Parce que c'était une manière de rentrer dans les salons. Parce que tout le monde regarde ça, effectivement, dans les cafés, comme vous dites, et dans les foyers, c'est BFM et d'autres médias comme CNews, et effectivement, il fallait passer par là. Donc, on s'est tous servis les uns des autres à un moment donné pour pouvoir faire passer nos messages, et aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est que beaucoup de gens, dans cette montée de compétences, ont même créé, alors je ne sais pas si on peut appeler ça des médias, encore, officiellement, mais en tout cas, ont créé leurs propres moyens de com pour diffuser l'information, et l'amener soit par les réseaux sociaux, soit d'une autre façon. Et je pense que oui, on peut se poser la question de comment faire pour que ces médias-là ne soient pas omniprésents. Et ça passe par la réécriture des règles. Moi, je crois beaucoup en la réécriture de la Constitution. Et dans cette Constitution ou par d'autres moyens, il y a une redistribution des rôles à faire. En fait, même si on parle tout simplement de l'entrepreneuriat, pour juste dévier rapidement, c'est pareil. C'est que la même population n'a pas accès aux moyens de communication. C'est-à-dire qu'un petit entrepreneur ne va pas avoir sa boutique sur TF1. Parce que ça coûte énormément. Ce sont toujours les mêmes qui ont accès aux grands moyens de communication. Et ça, il faut que ça change. Et ça doit être écrit pour que ça change. Il faut que ça devienne réglementaire ou que ce soit dans les lois. Et ça, tant que nous, à notre niveau, on n'aura pas accès à ça, on aura une difficulté à les déloger, quoi. C'est un premier début. Ouais. J'ai encore 3 prises. Ça va être long parce que je pense qu'on commence à avoir faim et j'aimerais aussi pouvoir donner la parole au public. Donc là, en fait... Je vais donner la parole à Benjamin Coria, Dominique Cardon. C'est juste pour dire que je comprends parfaitement, et je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus, l'importance de Facebook, du Facebook Live, etc. Et ça a joué un rôle absolument central. Mais en tant que libriste,
compte tenu de l'extraordinaire créativité des plateformes libres, des plateformes en commun qui sont en cours de développement, etc., je crois qu'on a vraiment un défi devant nous. Il faut être capable de fabriquer des outils que nous maîtrisons, dont nous allons fabriquer des architectures, qui en plus pourront être en lien avec les assemblées, parce que la rencontre des personnes, la délibération des personnes, la retranscription de ça dans des forums plus importants comme ceux des plateformes numériques, c'est vraiment un des défis fondamentaux. La démocratie que nous avons à construire, et qui est le préalable à la prise de décision et à la transformation, d'ailleurs ça marche en même temps, c'est vraiment celle-là. C'est-à-dire, c'est faire fusionner la plateforme et l'assemblée, et pour ça, le commun et le libre sont vraiment des outils fondamentaux. Quand on s'est parlé, Igor, je t'ai dit qu'il fallait faire venir ici des gens de Framasoft qui fabriquent ce genre de plateforme. Je pense qu'ils sont là, et je pense qu'ils qu'ils s'exprimeront dans l'après-midi, mais il faut prendre au sérieux cette question-là. Je veux dire, on n'a pas de démocratie si on n'a pas le contrôle de la technique. Et on ne peut pas construire la démocratie en étant entre les mains de Facebook. C'est impossible. Merci. Moi, c'est un tout petit mot, une sorte dans ce dialogue avec des chercheurs. C'est-à-dire quand on travaille sur le numérique depuis très longtemps, je pense que Laurent sera assez d'accord avec moi, on n'en peut plus on fait un peu les vieux cons, mais de la séparation entre le réel et le virtuel. Et il y a, dans la discussion, il y a un petit truc, rond-point, réseau, qui se joue. Et je pense que c'est une représentation, on a tous ça dans la tête, c'est complètement inscrit dans cette affaire. Il y aurait une vérité, une authenticité du contexte local, et puis il y aurait une sorte d'artificialité du truc. On a toujours ça dans la tête. Moi, je voudrais vraiment vous dire, tous les travaux de recherche sur ces questions montrent que c'est complètement articulé les uns aux autres. Je sais que les publics ne se recoupent pas complètement, et que donc il y a des différences, mais que c'est dans les usages de ces articulations qu'il faut, entre numérique et contexte, qu'il faut les penser. Il y a plein de technologies dans une discussion de rond-point, parce que l'information a circulé, a traversé les gens, les subjectivités et les débats concrètement, et il y a plein de contexte et de réel dans un Facebook Live qui se transporte, etc. Donc, moi, je pense, si ce point devient une sorte de tension politique à l'intérieur du mouvement, pour dire, il y a ceux du rond-point, puis il y a ceux de Facebook, et puis il y a ceux qui ont obtenu une représentation et une légitimité à travers Facebook, et d'autres qui l'ont obtenu à travers les ronds-points des assemblées, je pense que c'est une erreur politique. Voilà, j'ai une question à te poser. Pourtant, quand on interroge les Gilets jaunes, ils te disent qu'ils vivent deux expériences différentes, selon qu'ils sont sur des plateformes ou selon qu'ils sont sur les ronds-points. Et donc, si, à ton avis, il ne s'agit pas d'opposer réel et virtuel, où est-ce qu'à ton avis, tu pourrais expliquer la différence? Voilà. Laurent, je peux répondre. On vit tous des expériences absolument diverses sur Facebook. Il n'y a pas Facebook d'un côté, c'est faire vraiment du déterminisme un peu technologique comme ça pour dire tout le monde sur Facebook vit le même genre d'expérience. En réalité, nous vivons tous des expériences qui sont articulées différemment entre nos engagements en concret, in real life, et puis la circulation d'informations qui nous traverse tous, même presque les non connectés. Est-ce que tu ne penses pas, ça c'est une thématique qui me tient à cœur personnellement, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une question précise à l'endroit des affects? Ça veut dire que les affects ne se transmettent pas, ne s'expriment pas de la même manière selon qu'on soit sur une plateforme ou selon qu'on soit en présentiel. Et donc du coup, ça va changer l'expérience, et notamment alors, mais je m'adresse aux deux. Ça va changer l'expérience, c'est l'expérience politique. Non, mais ce que je voulais juste ajouter, donc là, c'est un peu la critique, ce qu'on appelle le dualisme digital, cette opposition virtuelle, réelle, en effet, qui est un lieu commun. Le fait est, moi, c'est un peu ma focale aussi, c'est-à-dire qu'on va sur un rond-point, souvent avec son mobile. On s'envoie des SMS, des WhatsApp, parce qu'on se coordonne avec le mobile. Donc c'est un peu l'outil numérique quand même qui permet de couturer ce dualisme, parce que justement ça crée une continuité. Et j'imagine que lorsque vous parlez de ce dispositif apprenant, j'imagine aussi que sur le rond-point, on a aussi la possibilité de temps en temps d'aller se dire tiens, on va regarder sur Wikipédia qu'est-ce qui se dit, donc cette circulation du savoir, elle vient. Vous avez regardé sur Wikipédia depuis. Vous avez regardé sur Wikipédia? Je dis Wikipédia parce que c'est libre.
Bon, mais voilà. Et bon, mais ça n'enlève pas la question du le mobile est d'un des outils. Non, mais... Oui, moi, on n'a pas. Tout à l'heure, quand j'ai présenté les choses, comme on est sur démocratie numérique, il y a une espèce de fascination et on était sur un tropisme. Donc moi, j'ai simplement ramené des faits. Je ne sais pas si c'est le réel. Je ne fais pas de l'idéologie de la proximité et tout ça. Je dis simplement, par exemple, quand il y a une assemblée, c'est le cœur. L'Assemblée, il y a des délibérations, tout, les pancartes, le fait qu'on soit là aujourd'hui, le fait qu'on a 2 collègues qui sont à l'ADA, qui représentent, qui ont un mandat pour parler, pour travailler, tout ça, c'est revenu au niveau local. Donc moi, je posais la question, et c'est vous qui avez mis réel virtuel. Voilà, je ne l'ai pas mis du tout, mais je dis simplement, j'ai dit, il y a des faits. Voilà les faits attrapés, comment ça fonctionne. Voilà l'intérêt, ce que je vois par ailleurs hors, même si ça s'hybride et tout ça, hors question purement numérique. Voilà, donc la question de l'articulation, elle est là. Et je pense qu'on a besoin de figures pour représenter ça. Il y en a 2 qui me semblent intéressantes. Benjamin a dit tout à l'heure, je crois, il a parlé d'archipel. Donc on est toujours, moi qui suis géographe, on représente toujours des surfaces, des continuités. Non, l'image de l'archipel ou des lucioles de Pasolini, je la trouve bien. Puis on a une deuxième qui a été prise par des jeunes architectes d'un collectif qui s'appelle Encore Heureux à la Biennale de Venise. Ils avaient parlé des lieux infinis. Et je pense que c'est intéressant de se dire sur ces ronds-points, le fait qu'on apprenne. Alors ils sont limités, hein, c'est une cellule de base presque anthropologique. J'ai suivi aussi Nuit debout, c'est la même logique, c'est 40-50 personnes, c'est à peu près ces logiques-là. Mais le fait que d'un point à l'autre, il puisse y avoir ce lien, on s'augmente parce qu'on apprend, on partage, on apprend tous les jours quelque chose, Véronique l'a dit, et on fait partie d'une figure qu'on n'a pas l'habitude de penser, c'est vraiment celle de l'archipel. C'est-à-dire qu'il faudrait que les gilets jaunes, ou de la Seine, c'est-à-dire avec un dispositif matériel, avec peut-être des valeurs, avec des gens qui circulent d'un endroit à l'autre. Ils font partie des gens qui circulent, on l'a vu passer pas loin du rond-point, donc voilà, des circulations et de l'information. Mais il faut qu'on fabrique des images qui nous permettent de penser cette articulation, et absolument, donc si vous pensez que c'était le réel contre le virtuel, absolument pas. Mais il faut des lieux de l'hybridation. Le rond-point, il hybride, et sur les réseaux, il y a des formes d'hybridation. Mais il ne faut pas laisser celles et ceux qui sont à côté, pas encore dans le mouvement, ou celles et ceux qui sont dans le mouvement et qui ne sont pas connectés à côté. Voilà, donc c'est comment on peut, et ça passe par des images, je pense, des formes. Bon, on va s'arrêter là parce que là, on a explosé notre temps. Surtout, si je veux donner encore 5 minutes de parole au public, c'est bien pas assez. Et encore une fois, j'espère que l'effet de frustration fonctionnera. Tu voulais dire un mot, Dominique, ou... Non. D'accord. Est-ce qu'il y a 2-3 questions rapides? Je suis désolé, hein, mais c'est... Voilà. On va... Bon, il y en a beaucoup plus. Tu veux... peut-être le monsieur, là, devant. 2-3 questions rapides. Alors j'aurais justement 2 questions rapides. La première, c'est est-ce que le mouvement qui est ici est-il assez mature pour réfléchir et proposer des réformes de nature constitutionnelle? Et la deuxième question, c'est comment on fait pour passer des assemblées délibératives qui sont sur les ronds-points aux assemblées délibératives dans les quartiers, dans les villes, et au-dessus, au niveau de la nation, si on peut dire, tout en évitant l'entre-soi et évidemment l'exclusion de certains par rapport à d'autres. Bonjour et merci pour vos interventions. Je suis Annick Delaney de l'EHESS, je suis doctorante en anthropologie et il y a 2 ou 3 choses qui m'ont énormément interpellée lors de vos très intéressantes communications ou réflexions. Et j'aurais voulu, avec la distance géographique et la distance également, je dirais, physique ou cognitive peut-être, qui existe entre la France métropolitaine et les Outre-mer, que vous m'expliquiez comment beaucoup de chercheurs en sociologie ou en anthropologie ne se sont pas intéressés au mouvement LKP 2009, Lionnage contre profitation, qui est le cœur même du sujet dont on débat ici, parce que j'ai entendu, on nous prenait pour rien, on ne nous répondait pas. C'était des membres de ma famille qui étaient concernés et qu'on traitait comme des riens. Ce sentiment anime
les Outre-mer depuis toujours. Et depuis 1848, où nous sommes censés être des citoyens français. Mais uniquement des lois d'exception sont appliquées dans ces territoires-là. Alors avec ces distances géographiques, hein, j'ai bien posé ma question, j'aimerais savoir si certaines personnes s'intéressaient déjà à l'Internet, aux réseaux sociaux, parce que croyez-moi, ce sont les réseaux sociaux qui ont fait remonter ici, en France hexagonale, ce mouvement avant que les médias traditionnels s'en emparent. C'est-à-dire TF1, France 2, etc., Mediapart, ces personnes-là s'en étaient emparées avant, parce que justement des blogueurs antillais en parlaient, en discutaient entre eux, grâce à l'Internet. Je vous remercie. Merci à vous. On va prendre une troisième et dernière question. Il y a encore deux personnes, je crois, là-bas et ici peut-être. Oui, c'était une question pour que vous puissiez la poser à la salle. Tout à l'heure a été demandé combien il y avait de représentants des mainstream, de la presse, des médias mainstream. J'aurais voulu savoir si vous pouvez poser la question, ou je la pose directement. Est-ce qu'il y a des représentants de nos élus politiques qui sont là? Parce que je pense que c'est aussi important. Donc est-ce qu'il y a un élu, quel que soit le niveau? C'est quand même grave. Surprise. Vous parlez beaucoup de nouveaux types de démocratie qui pourraient exister pour un peu cranter sur ces mouvements et donner quelque chose de plus concret par la suite. Ce qui est rigolo, c'est qu'au moment même où Macron énucle les gens, tape partout sur les manifestants, il y a une expérimentation démocratique qui, au sein même de son gouvernement, a poussé, qui est la Convention citoyenne sur le climat, qui, alors je ne dis pas que c'est la panacée, que les résultats vont être forcément suivis par le gouvernement, ni que ça va permettre quelque chose d'intéressant, mais c'est quand même les conventions citoyennes des réponses intéressantes, à la fois démocratiques et en termes de démocratie technique, qui peuvent être utilisées pour régler ce genre de problème. Hein. C'est le fameux, si on avait fait une telle convention avant de baisser la vitesse sur les routes, peut-être qu'on n'aurait pas eu le mouvement des Gilets jaunes. Donc ma question, de façon très courte, comment le mouvement des Gilets jaunes, si tant est qu'il puisse être homogénéisé de la sorte, va discuter avec cette convention, en faire quelque chose, la défendre peut-être quand on leur a pris des décisions par la suite. Merci. On va prendre la dernière question, mais je pense que dans la question qui vient d'être posée, on est quand même assez loin de celle de l'expression et de l'expressivité. Oui. Oui. Bonjour et merci Igor de cette organisation. Je suis très content de ce lien entre le virtuel et le terrain, parce qu'effectivement, il est au cœur de faire du lien pour obtenir du nombre. Je crois que c'est bien le thème. Et donc, il est évoqué des plateformes numériques, mais il est aussi la possibilité actuellement, c'est comme ça qu'on s'organise, de faire avec ce qu'on a, voilà, à moindre coût. Parce que qui dit plateforme dit coût ou disponibilité de développeurs. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est très très bien qu'on fasse tous du lien et qu'on reste en lien pour construire ces outils. Donc, où peut-on avoir les adresses de tout le monde? Voilà la question. On va se coordonner après. Merci pour ces questions. Je passe la parole aux intervenants. Je crois que Maxime, tu voulais réagir. Alors, moi, je fais très très vite par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, et puis ça répondra aussi à une question. Le lien entre le réel et le virtuel, c'est un outil en fait, et il y a d'autres outils qui vont être utilisés. Il nous faut des musiciens qui fassent de la musique sur ce qui se passe. Il nous faut des artistes, des peintres, des gens du cinéma, des chercheurs, etc. Parce que toutes les façons, tous les modes d'expression sont nécessaires à partir du moment où ils sont, encore une fois, et qui font preuve de bon sens. Je laisse Priscilla s'exprimer sur les dom-tom. J'ai des contacts aux dom-tom aussi, hein. On parle beaucoup aux personnes. Alors moi, c'est La Réunion plus, mais Priscilla, mais à La Réunion d'ailleurs, bonjour à vous. Merci, oui, par rapport à... Moi, je vais bien réagir sur les dom-tom et sur la convention. Pour ce qui est des Outre-mer, effectivement, le mouvement 2009 fait écho à ce qui s'est passé ici, parce que de toute façon, ça a démarré de la même manière avec la taxe sur le carburant. Et c'est intéressant de parler de pourquoi ça n'a pas été médiatisé et pourquoi il n'y a pas eu peut-être plus de soutien. Je sais que c'est assez amer là-bas, le constat qui est fait qu'il n'y avait pas eu de soutien par rapport à ce qui s'est passé en 2009. Et il y a des gilets jaunes sur place. À La Réunion, ça a démarré très fort. Ça a d'ailleurs donné naissance par ricochet à la plateforme du vrai débat. On parle d'outils numériques, mais c'est à La Réunion que ça a démarré.
Et pour ce qui est de la Martinique et de la Guadeloupe, il y a eu des petits groupes de gilets jaunes, il y en a encore une petite résistance, qui travaillent avec les collectifs qui sont sur place. Et il faut savoir qu'en août prochain, France O ferme, contrairement à ce que Macron avait promis. Et France O était la seule fenêtre télévisuelle sur les Outre-mer. Et il n'y en aura plus à partir du mois d'août, donc ça va être encore plus compliqué de savoir ce qui se passe là-bas. C'était déjà pas facile parce qu'il y avait des informations qui étaient complètement bloquées au niveau des Outre-mer qui ne venaient pas jusqu'à France O, c'était volontaire pour justifier la soi-disant, la fermeture qui va avoir lieu en août, qui est justifiée soi-disant parce qu'il y a une baisse d'audimat, sauf qu'il y a une baisse d'audimat parce que les programmes proposés par les employés sur place n'étaient pas validés par la direction et qui donc justifie aujourd'hui qu'il y a une baisse d'audimat. C'est sûr que quand on dit qu'on a une chaîne d'infos et qu'on diffuse des telenovelas, c'est certain que les gens ne vont pas regarder. Donc aujourd'hui, cette fenêtre elle va disparaître. On a le France Antilles là-bas qui va dire, Xavier Niel propose de reprendre, mais en tout cas c'était en liquidation judiciaire. Donc c'est assez compliqué quand il n'y a pas beaucoup de médias indépendants et que les mainstream en plus ne font pas le boulot pour que les informations circulent correctement. Et effectivement, pour moi, ça alimente davantage la division entre l'Hexagone et les territoires d'outre-mer, puisque on a l'impression qu'il n'y a pas de soutien, alors qu'il y en a, mais que c'est pas communiqué, c'est différent. Donc c'est assez difficile. Pour ma part, et Maxime était en lien aussi, mais pour ma part, je suis beaucoup en contact avec eux régulièrement, très régulièrement. Ils font donc, d'ailleurs, le groupe de Gilets jaunes à la Martinique fait partie de la fédération d'associations qu'on a créée, dont Fauzi est aussi cofondateur, qui s'appelle la Ligue citoyenne, pour être encore plus visible et pour essayer que les luttes locales soient beaucoup plus entendues. Ils ont intégré cette fédération d'associations, mais ils œuvraient déjà aux côtés des différents collectifs qu'il y a sur place. Donc je pense que cette guerre de communication dont on parlait tout à l'heure est valable autant sur l'Hexagone et d'autant plus dans les Outre-mer. Si je peux réagir aussi sur la Convention citoyenne pour le climat, c'est intéressant qu'on soit ici à plusieurs profils parce que c'est typiquement cette configuration qui a donné naissance à la Convention citoyenne pour le climat, puisque début janvier, ce sont des chercheurs, des sociologues, des personnes issues des luttes pour l'environnement, pour la préservation de l'environnement et Gilets jaunes qui se sont réunis autour d'une table en disant on va faire une lettre ouverte. On va demander au président de se justifier sur les résultats du grand débat, qui crée des outils démocratiques et qu'il crée une assemblée citoyenne pour le climat, la fiscalité et la démocratie. Le 25 avril, Macron a annoncé qu'il créait la Convention citoyenne, mais uniquement sur le climat. Il a rebaptisé ce qu'on avait demandé comme Assemblée citoyenne en Convention citoyenne. André, qui est ici présent, qui s'est manifesté tout à l'heure sur une question au niveau des réformes constitutionnelles, vient de faire une pétition qui a recueilli déjà en quelques jours 55 000 signatures pour demander à ce qu'il y ait une création d'une convention citoyenne sur la réforme des retraites. Donc c'est intéressant la question qui est posée, qui dit voilà, est-ce qu'il y a du soutien de la part de la population? C'est encore un autre problème au niveau des médias, parce qu'il y a eu beaucoup de papiers sur la convention citoyenne et sur la vraie origine, parce que Macron a dit je vous écris une convention citoyenne comme s'il avait l'intention de nous écouter un jour. Sauf que l'idée ne vient pas de lui parce qu'il n'avait aucune intention de tirer au sort des gens et de les faire s'exprimer, de les faire travailler. Or, ils bossent dur et ils ont demandé un soutien de la population à plusieurs reprises. Ils ont demandé aux médias de s'exprimer à plusieurs reprises sur cette convention et sur leur travail. Alors, les papiers, les journaux ont communiqué dessus, mais les médias mainstream à la télé ne communiquent pas dessus. Ils ne sont intéressés que par le résultat et le retour de Macron sur les mesures qui ont été construites par ces citoyens-là. Donc on fait comme on peut avec le collectif des Gilets citoyens dont je fais partie avec André, on fait comme on peut pour qu'il y ait un intérêt de la population vers ces travaux-là. Et là, ce qui est encore plus triste, je ne sais pas si ça va donner quelque chose, mais ce que je trouve moi personnellement triste, c'est que justement, puisqu'il n'y a pas d'écho et qu'ils en ont ras-le-bol, ils ont demandé à Greta Thunberg de venir à leur convention, assister à leurs travaux, pour qu'il y ait un écho. Parce que la faisant venir, les médias vont s'y intéresser parce qu'ils s'intéressent qu'à du sensationnel. Ils en sont là en fait, alors qu'ils sont presque à la fin de leurs travaux, parce qu'il n'y a pas de communication et parce que les gens aussi, alors c'est vrai, il faut le dire, au sein du mouvement des Gilets jaunes, mais aussi ailleurs, il y a une grosse défiance, une grosse méfiance vis-à-vis de cette convention parce que Macron l'a mise en place et parce que c'est Macron et parce que c'est le gouvernement et parce que c'est institutionnel. Sauf qu'ils travaillent dur, ce sont des personnes, vous pouvez aller à leur rencontre, ils organisent plusieurs cocktails, ils appellent ça des cocktails, je crois, je ne sais plus, André, tu peux peut-être me corriger. Mais bon, des rencontres en fait entre eux pour pouvoir communiquer avec la population. Ils invitent les gens à venir discuter avec eux. Je ne sais pas s'ils ont beaucoup de succès sur ces rencontres-là, mais vous pouvez aller leur parler, aller les voir, aller leur demander s'ils sont manipulés ou pas. Ils sont tout à fait accessibles, mais c'est pas facile, quoi, parce qu'il y a une barrière. Donc voilà. Bon, merci beaucoup. Donc c'est aussi un appel aux automédias pour pouvoir s'intéresser peut-être à ce que vous faites. On va s'arrêter là parce qu'en fait c'est bien, ça montre qu'il y a beaucoup de vitalité, mais là il faut aller manger.